Oh yeah! Oh que oui, monsieur. Oh, bouge pas. Cette semaine, j'y ai pensé. C'est presque pas alcoolisé. J'ai pris une petite Bud Light Lim parce que j'ai le goût que le soleil revienne un peu, man. Ça, c'est le spirit. Ouais, moi, je le force par la boisson. Tu vas me laisser un petit 10-15 secondes, là. Puis je vais aller nettoyer le dégât que je viens de faire à terre avec ma bière qui était shakée. Pas de trouble, man. Je vais jaser de ça. Oui, un épisode cette semaine. Ouais, là, il a l'air d'avoir fait un bon dégât, là. Calme, on va se pencher à terre, puis tout. C'est correct? Succulent début d'épisode. Yes! C'est parfait. Ouais, non, mais ça va arriver de faire de même, là. Faut bah pas, ouais, se renverser de la bière, c'est bas, c'est tout à fait normal, là. Ouais. Rien de plus commun. Il y en a la moitié qui s'en va là, tout le temps. Tout le temps, pareil. Tout le temps. Épisode 5? On est rendu à 5. 5. C'est-tu débile pareil? Ouais, le chiffre chanceux de personne, 5. 5, ouais, peut-être. Je prends 5, à part Jean Béliveau. J'espère que je me trompe pas. Hein. Ouais, mais puis en plus, moi, je suis zéro. Non, je ne connais pas les. Dis pas football, s'il te plaît. Non, pas du tout. Zéro, aucun. Non? Aucun sport. Pas de sport tout court. Ouais. Ben, du moins, l'écouter, je veux dire. Là, j'ai écouté le hockey un bout. Là, non, mais... moi, tout, j'ai écouté le hockey pas mal. Mais plus à cette heure. Je sais pas. C'est bien... non. Tu peux pas tout avoir. Tu peux pas être un nerd, puis en même temps, tu sais... ouais, c'est peut-être ça. C'est que je me donne trop à mon art. C'est ça qui arrive. Exact. C'est à 100%. Non, c'est ça. Pas de demi-mesure. Puis des gros projets qui ont occurru, en tout cas, qui ont eu lieu cette semaine pour toi? Juste de l'ordi, hein. C'est une semaine encore d'ordi, ouais. Genre, où ce que je design, puis je design. J'avance, par exemple. Je te dirais, là, j'ai 50% de ce que j'ai à faire de déjà fait. OK. M'a vraiment fait remarquer cette semaine, puis de plus en plus, à quel point, tu sais, quand j'ai commencé à builder au début, mon ordi, il servait genre à écouter The Who sur YouTube, dans le fond, pendant que j'étais dedans. Puis à cette heure, mon ordi, j'ai l'impression, genre, je dirais pas 50%, mais j'ai l'impression, genre, j'ai 30% de mon temps qui est investi dans un ordi pendant que je fais des pédales. Puis genre, comme outil de travail, là. Oh oui, puis t'as raison. Tu sais, le design de PCB, tes layouts, moi, je fais mes faceplates, puis toute la relation client aussi, puis les médias, puis tout, là, je veux dire, tout ça passe là-dessus, là. Ouais, fait que ça vaut la peine d'avoir de quoi qui roule un peu, là. Des fois tu t'assis, pas comme moi. Le dinosaure. Le dinosaure. Mais ça marche pareil. C'est ça l'affaire. C'est tout le temps ça que je finis par me dire, tu sais, qu'on t'as investi dans un ordinateur, t'es rendu à passer genre, je sais pas, moi, 10 heures de ta semaine là-dessus, juste pour le workflow dans le fond de ta business, tu sais. Puis c'est du temps, genre, qui te revient comme pas, tu sais. Ça me fait tout le temps penser au gars qui pète sa coche, qui vend tout son matériel puis qui s'achète un Tascam. T'sais. OK, ouais. Tu sais, le gars qui dit fuck off, moi, je vais faire des cassettes anyway, parce que le monde va l'écouter sur le cellulaire de toute façon, tu sais. C'est tout traqué avec le Tascam. Ben oui. Ben, c'est un workflow différent, mais il est le fun aussi, là. Je veux dire. De toute façon, mais que t'aies fini tes tracks, tu vas être distorsionné puis mettre de l'émulation de tape dessus à la fin. Fait que. Ça revient à la même affaire. Puis toi, ton bar, as-tu travaillé sur quel truc? Ben là, encore mon dos, man. Fait que là. Ouais, c'est pas replacé cette affaire-là. Hier, j'ai forcé après des affaires, là. J'aurais pas dû, puis ça m'a comme rentré dedans. Mais j'ai quand même une couple de réparations. J'ai remonté un petit Vibro Champ 74, man. Ben, remonté. Non, c'est pas le bon terme parce qu'il est. Je veux pas dire qu'il est mint visuellement parce qu'il a pris la poussière, là, tu sais. Mais ben, en fait, tu le vois, là, il est là sur l'établi, là. Il est juste là. Ouais, je suis pas sûr que je le vois. Ah, OK. En tout cas, là, ici, là. Tu sais, pendant qu'on fait le podcast, on est genre choppé dans le milieu, tu sais, fait qu'on voit, je sais pas si t'as une meilleure vision que moi, mais moi, je me vois à peine les épaules. Ah, OK. Non, moi, je vois bien, ouais, encore une fois, il t'en offre plus que moi.
Ben oui, ben oui. Fait que non, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai travaillé ça un petit peu, mais ça n'a pas été plein d'ouvrages parce que dans le fond, le circuit, en fait, l'ampli, il est 100% original. Là, c'est juste qu'il a arrêté d'être joué dans les années 80, fin 80, mettons. Là, il n'a plus jamais joué, il a pris la poussière d'un garage. Dans le sens qu'il y avait tu sais, je veux dire, ça arrive vraiment souvent que je pogne un ampli, puis il y a des toiles d'araignée, il y a des araignées mortes là-dedans, puis... mais celle-là, il n'avait des vivantes, là. Fait que je veux dire, OK, on est comme un step plus loin. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été bougé, là. C'est pas le gars de... Je le connais pas personnellement, mais le gars de Second Chance Amps qui avait trouvé genre un acide dans le fourneau de ses amplis. Ah oui, il y avait Pat, il y avait mis une photo un moment donné, puis il y avait de la... C'est ça que tu veux trouver. Elle n'est pas fraîche, elle a du vécu, tu sais. C'est un grand thrill. Ouais, puis sinon, j'ai reçu, en fait, direct aujourd'hui, là, j'avais commandé comme une batch de PCB, dans le fond, que j'attendais, puis là, j'ai tout reçu aujourd'hui. Fait qu'une couple de nouveaux produits qui s'en viennent. All right. Sinon, juste à refaire le plein. Puis, c'est direct là-dessus que je suis, Moutou, là, justement, faire le plein. Ouais, c'est ça. Puis sinon, que j'ai fait d'autres? J'ai continué mes commandes, là, mais comme je t'ai dit, j'étais un peu ralenti, là, fait que c'est un peu plus tough là, en ce moment. Là, mais d'après moi, ça s'en va dans le mieux, fait que je vais pouvoir retrouver mon activité. Là, la forme normale. Bientôt. Yes. All right. Fait que, on a reçu 2-3 commentaires que je suis allé ramasser sur les YouTube. Let's go. Il y a notre chum Nicolas Roy qui nous suit, puis il commente régulièrement sur nos affaires. Fait que salut Nick. Yes, salut Nick. Puis il nous a laissé un message. J'ai aimé la comparaison des kits PC, pédales PCB avec un kit Lego. De mon côté, j'ai de la misère à acheter une pédale faite à partir d'un kit. Il manque l'aspect builder, essai, erreur, design, etc. T'sais, ça rejoignait un peu ce qu'on se disait, dans le fond, dans le sujet des clones. Je pense que c'est... Je veux dire, toi puis moi, c'est sûr qu'on va... On va avoir ce thinking-là quand on va acheter un produit. Mais c'est pas tout le monde. C'est vraiment pas tout le monde. Il y a des gens que ça dérangera pas du tout là, d'acheter une pédale qui vient d'un kit, par exemple. Puis je pense que ça dépend de chacun, dans le fond. Puis il y a des gens qui vont aimer ça, il y a des gens qui vont moins aimer ça. Puis... C'est sûr que, si tu... Il y a du monde, quand tu t'enlèves toute la variante, dans le fond, je me fous du fait de payer pour mon artwork, puis c'est pas grave si je prends du stock copyrighté un peu, puis je slap un PCB, dans le fond, d'une autre compagnie dedans, puis je vends ma pédale, prix fictif, 150$ canadiens. 150$ canadiens, tu as la pédale, tu as l'artwork que tu voulais avoir dessus, puis c'est un clone, puis tu sais que c'est un clone. Je vois vraiment zéro problème là-dedans. Là où je vois un problème, c'est le gars qui va faire une batch de 10 pédales avec des PCB d'une autre compagnie, puis dans le fond, qui marque un autre nom dessus, puis qui, dans le fond, l'advertise comme étant, dans le fond, son fameux modèle, ou son truc comme ça, c'est à lui. Oui. Fait que t'es comme, OK, c'est cool, dans le fond, t'as fait tes circuits, tout ça. Non, il a juste bypassé absolument tout le temps de monter ses circuits et ces trucs-là, puis je sais pas si t'es comme moi. Moi, je route mes PCB moi-même. Je veux dire, chaque petit fil, c'est moi qui les amène d'une place à l'autre. Je pèse pas sur Autorouter. OK. J'ai appris à dur, dans le fond. Fait qu'en même temps, ça te donne aussi la possibilité de gérer. Moi, j'ai besoin de faire ça. Ça me permet de placer mes sections comme il faut. Ma section de power, ma section d'amplification, tout ça. Fait que ça m'aide, ça m'amène une phase de compréhension supplémentaire. Fait que, comment je pourrais dire, c'est plus à moi un petit peu. Ça reste quand même... justement des Legos, comme je disais, mais même de mon bord à moi, c'est des Legos aussi, c'est juste que dans le fond, il y a moins d'informations dans le manuel. C'est vrai. On peut dire ça de même. Au lieu d'avoir un manuel détaillé en 3D, ben le mien, dans le fond, c'était juste une feuille de cartable. Puis je me suis refait un manuel à partir de la feuille de cartable. Tu amènes un bon point, par exemple, l'autorouter. Tu pèses là-dessus, toi? Moi, je vais faire hybride, dans le fond. Je veux dire, c'est pas que je peux pas le faire... je veux dire, je peux le faire manuellement, complètement, mais selon les circuits, il y a des sections que je vais vouloir placer moi-même. Mais il y a des sections que ça m'importe peu, en fait, comment le signal passe ou comment...
Puis honnêtement, quand on regarde les fréquences de guitare, mettons, là, c'est pas des. C'est pas des circuits qui sont fragiles aux réflexions d'impédance. Puis, mettons, on peut aller loin en Calvins là, dans le routing. Mettons que tu fais du numérique, puis tu as des clocks, là, des mégahertz, puis tout. Là, tu vas faire attention, tu n'as pas le choix. Là, je veux dire, même le condensateur, tu peux pas le placer à côté, il faut qu'il soit là. Ouais. Dans la guitare, ben, encore là, ça dépend quel circuit, là, mais c'est souvent pas trop. Mais reste que j'aime quand c'est clean, puis tout. Puis je veux dire, même s'il y a une section que je vais faire à l'autorouteur, je le retravaille tout le temps un peu. Okay. Non, je fais pas comme autoroute puis je laisse ça là. T'as vraiment une approche hybride plus moderne à tout ça. D'ailleurs, quand on parle d'autorouter, on a le PCB, on a le circuit imprimé, puis on parle, dans le fond, de comment les pièces sont jointes une à l'autre. Dans le fond... c'est comme les fils, dans le fond, exact, qui sont en cuivre et collés sur le board. Là. Puis... il y a des options aujourd'hui, dans le fond, pour que ça soit fait, dans le fond, automatiquement. Dans le fond, tu pèses sur un piton, puis tous les fils vont être faits automatiquement selon des standards qui, tant qu'à moi, sont super bons. C'est juste qu'ils ont... Des fois, ça vient comme un genre de millimélo, dans le fond, qui est comme un peu bizarre. Puis moi, ben, c'est un peu comme n'importe quoi dans la vie. J'ai tendance à ce que mes lignes se suivent une à la suite de l'autre, avec toute la même espace. Tout à fait. C'est comme je suis un peu débile avec ça. Mais en même temps, comme j'expliquais, ça me donne une possibilité de plus pour appeler ce circuit-là que je monte, dans le fond, ma version. Oui, tout à fait. Ma vision des choses. Tu sais, l'autoroute, c'est un outil qui est là, qui je veux dire, ça peut être performant, mais en même temps, il faut que tu saches qu'est-ce que tu es en train de faire, parce que je veux dire, si tu fais une niaiserie, il te le dira pas. Exact. Fait que tu peux pas te fier à ça, dans le fond. Sauf que dans mon workflow, moi, ça accélère tout. Puis, fait que c'est pas un outil que j'ai peur de me servir pantoute. Là. Une affaire qui est sûre et certaine, c'est qu'il n'y a pas personne qui va entendre la différence entre quelqu'un qui a auto-routé et quelqu'un qui n'a pas routé. Non. C'est ça l'histoire à travers de tout ça. On oublie souvent. Mais encore là, si on dit ça, mais ça serait... Tu sais, mettons que l'autorouteur, là, il fait des longues traces, là, ou peut-être, des traces minces. Tu sais, genre qui te sort 2-3 via en dessous ou dessus, dans le fond, puis... un autre fameux sujet, genre encore, tu sais, qui... après ça, il y a Hervé Neveu qui nous a écrit en disant « J'écoute et du coup, je me posais une question sur une pédale d'effet de Dr. Scientist qu'on va saluer, Brian, si je me rappelle bien. Il se demandait si on pouvait parler de sa pédale, là, je suis pas certain de savoir comment la prononcer, Heisenberg, je présume qu'elle se prononce. Puis, ça m'a fait réfléchir. Quand on parle d'une pédale, dans le fond, dans nos circuits de la semaine, là, on va avoir tendance à parler beaucoup plus des circuits classiques, dans le fond. Comme là, jusqu'à date, on a parlé du Phosphase, on a fait quelques phases, en fait. Mm-hmm. Qui sont des effets qui sont répandus, avec lesquels on a de l'expérience, circuits qui sont connus aussi. T'sais. Dans le cas de Dr. Scientist, cette pédale-là, je veux dire, bon, j'étais allé quand même voir ce que c'était, j'étais allé écouter un peu. Même affaire aussi pour moi. Je veux dire, comment? Même affaire, ça aussi pour moi, j'étais allé voir un peu de quoi ça avait l'air. Puis, écoute, puis pour vrai, ça a l'air cool. Là. Ce que j'ai comme impression, c'est que c'est probablement comme un fuzz ou overdrive. Là. Ça sonne pas full gated, là, mais ça doit être comme un genre de fuzz, dans le fond. C'est un 3 phases, dans le fond, là. Ben moi, ce que je pense, parce que je voyais que tu peux choisir silicone, tu peux choisir germanium, puis tu peux choisir FET. Fait que j'ai l'impression que c'est un circuit, mais que tu peux switcher les transistors dedans. Ouais, c'est vrai de ça. Dans le fond, tu as un étage de MOSFET, un étage de NPN, dans le fond, puis tu as un étage d'OP-Amp. Fait que disto, phase, dans le fond, puis booster. Fait que, mais, tu sais, au-delà de ça, je veux dire, ça va être difficile de tenir ça comme un sujet, dans le fond, parce que je veux dire, toi puis moi, les chances qu'on ait tous les deux joué avec, ou qu'on ait vu les schématiques. Je pense qu'il a fait ça avec l'école, là, vite, là, si je me rappelle bien. Là, genre, c'est la nanotech ou je sais pas trop quoi. Là, c'est quoi qu'il a développé, je pense, avec des étudiants ou avec des profs. C'est pour ça passer. Puis, ça a comme... Tu sais, je me suis dit que ça pourrait être cool... ça pourrait être cool d'en apprendre plus parce que ça m'intrigue. Dans le fond, la star que j'ai ouvert ça, j'ai comme le goût d'en savoir plus. Mais en même temps, tu sais, je sais pas où ça va me mener, tu sais, parce qu'il a discontinué la pédale, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on peut se procurer. Tu sais, il doit être arrivé, tu sais comme moi, quand tu discontinues quelque chose, il s'est passé 2 affaires. Soit ça vendait pas,
ou soit c'est trop compliqué. Fait que c'est l'approvisionnement des pièces qui est impossible. Ou genre, justement, tu peux plus te procurer des pièces, t'en avais une batch, puis that's it. Mais tu sais, souvent, ce qui revient, c'est, même moi, le premier, tu sais, mettons, tu sais, les pédales que, tu sais, justement, souvent, c'était les amp in a box, tu sais, dans le temps que je faisais des clones beaucoup, tu sais, je me faisais demander, hey, tu sais, tu pourrais pas me faire, mettons, tel clone de Friedman, tout ça. Mais l'affaire, c'est que moi, dans le fond, j'avais fait mes circuits, je faisais mes bias manuellement tout le temps, là, t'es là, sacrément, là, t'es rendu, ton bias, le premier influence le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, puis c'est dans le temps où est-ce que, tu sais, les fêtes en surface, c'était moins répandu. Moi, l'idée de mettre une pièce en surface, ça me faisait capoter, fait que là, j'essayais de trouver des G-Fed, mais ils étaient hors spec tout le temps. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, j'ai comme fait, ouf, tu sais, si j'ai 1 heure de temps à essayer de faire le bias, cette affaire-là, c'est pas très rentable pour moi. Ça, c'est sûr. Il doit être arrivé quelque chose du genre avec ça, c'est sûr, parce que soit ça ou soit que les gens l'ont peut-être tassé, mais ça a l'air intéressant. Si j'en avais une, j'essaierais, c'est sûr. Ben, je veux dire, le principe est intéressant, je trouve, d'avoir comme 3 différentes technologies d'amplification, dans le fond, puis de pouvoir choisir un peu. Fait que ça te permet de comparer, puis tout. Je trouve ça cool, là. Mais c'est ça, mais au-delà de ça, on pourrait pas inclure une pédale comme ça dans notre circuit de la semaine, parce que dans le fond, on n'a pas vraiment moyen de l'analyser au-delà que la vidéo YouTube qu'on écoute, là. T'sais. Ouais. Fait que c'est un bon call parce que ça nous a fait checker toutes les deux. Exact. Puis, dernier commentaire, Luc Villandré, parce qu'on avait fait un appel à pourquoi utiliser la Polytone plutôt que la Boss, parce que, je veux dire, toi puis moi, on utilise tous les deux la Boss, puis pas parce qu'on pense qu'il y en a une des deux meilleures, juste parce que, pour moi, la Boss, c'était le classique tuner, tu sais, sans avoir plus de réflexion que ça, puis il nous a donné comme 2-3 pistes de réflexion par rapport à la Polytone, fait que j'y vais rapidement. Il dit que la Polytone prend un petit peu, elle serait plus petite, elle prend un peu moins de place sur le board, dans le fond. Quel format normal. Puis honnêtement, ça doit être minime, là. Mais bon, j'imagine que quelqu'un qui a son board est bien tête puis qui a comme un quart de pouce à sauver, il va aller avec la Polytone. Après ça, le fait que tu peux lire toutes tes cordes en même temps, tu te sers peut-être pas de ça, de ce feature-là comme ça, tu pour t'accorder, ça. Mais rapidement voir, OK, j'ai quoi de off, j'ai-tu, fait il y a moyen de juste checker rapidement où est-ce que j'en suis, là, dans le fond, avec mon tuning. Ce qui peut être intéressant, dans le fond, dans un contexte où... C'est un peu drôle, pareil, parce que, mettons, tu vas tuner, tu as tuné toutes tes cordes, puis la première affaire que tu fais, c'est que tu te plaques un accord après, puis tu es là, oh, non, il faut que je recommence, tu sais, quoi qui marche. Genre, il me semble que ça vient tout seul. Oui, au début, en apprenant à jouer, peut-être que tu as comme une mini période de temps où tu es content de voir, mettons, que, en fin de compte, je suis pas tout à fait de tête, il faut que je recommence, tu sais. Mais il me semble que je l'entends, tu sais, ce petit bout-là, tu sais, puis je suis loin d'être un pro. Oui, mais je veux dire... Mais je sais pas, encore une fois, c'est plus une habitude c'est plus une façon, une habitude de faire, tu sais, que toi puis moi, on aurait pris, là. Je pense que c'est juste parce qu'on a commencé avec le boss, tu sais, parce que si on avait peut-être été présenté aux 3, un à côté de l'autre, puis on disait, celui-là, tu sais, ils valent tous le même prix, tu sais, puis celui-là, dans le fond, quand tu fais toutes tes cordes ensemble, ben, tu sais, il va te dire si t'es off ou pas. Ah, pas payé de petits gadgets, tu vas le prendre, tu sais. C'est un feature de plus, c'est sûr, mais probablement par habitude, nous autres, je veux dire, le Polytone, c'est plutôt, entre guillemets, c'est récent comme pédale. C'est pourquoi tu t'achèterais ça si tu as 2-3 boss chez vous puis tu as un Korg pitch black, tu sais. Exact. Fait que voilà, ça finit comme les commentaires / questions qu'on a eus. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous nous mettez ça en commentaire sur notre vidéo. Puis d'un autre côté aussi, tu sais... je me suis fait planter un mot vraiment cool que je trouve le fun. Je me suis fait dire que notre podcast, dans le fond, un commentaire qu'on va probablement ramener la semaine prochaine parce que c'était vraiment un beau commentaire qu'on a eu, mais on n'a pas eu le temps de l'éditer puis de l'amener. Mais on s'est fait dire que on n'essayait pas de vendre notre sauce constamment dans le podcast. Puis, tu sais, c'est de quoi que... C'est pas ça le but, là. Exact. C'est de quoi que, tu sais, qui est super important pour nous autres, qu'on ait autre chose à faire. Tu sais, je veux dire, avec le contenu qu'on fait sur Instagram ou Facebook, l'âge qu'on a, puis notre modèle de business, personnellement, je trouve que j'essaie assez de vendre mes affaires à longueur de semaine pour arriver, dans le fond, à mon vendredi où on relaxe, puis on parle on parle du hobby, pour être encore en train de proposer, hey, acheter mes trucs, ci, ça. Ça amène, par exemple, un petit côté négatif au fait qu'on ne peut pas passer notre temps sur les réseaux sociaux à promouvoir le podcast. On ne peut pas tout le temps être en train de dire, hey,
aller liker ça ou aller sur chaque page de gear puis de trucs puis dire, hey, tu sais, ça, c'est le podcast, tu sais, allez liker ça, tout ça. Fait que, de là l'idée, je veux dire, la page est créée. Je vais commencer à la promouvoir, tu sais, mais je veux dire, une page Facebook, une page Instagram pour le podcast, dans le fond. Fait que, tu sais, je veux dire, tous ceux qui écoutent le podcast, ben, au lieu d'attendre les nouvelles via De Roy puis Soundslice, dans le fond, mais je veux dire, ça va se passer là. Fait que, tu sais, je disais à tout le monde, allez liker, follower la page de Moustache 81 sur les réseaux. Yes. Puis c'est là que ça va se passer, dans le fond. Là. Fait comme ça, on va avoir nos deux plateformes différentes. Puis une qui se vend, puis l'autre qui parle de gear. Là, chaque épisode, dans le fond, a les liens en bas, dans le fond, pour nous rejoindre personnellement. Puis pour. Je veux dire, c'est sûr qu'on a laissé les liens de nos trucs pour que les gens puissent peut-être venir mieux nous connaître ou quoi que ce soit. Ah, ben oui. Mais d'un autre bord, je veux dire, il y a les liens de Moustache 81 où est-ce que, genre, on peut tous interagir, parler ensemble, dans le fond, puis essayer de créer, dans le fond, un endroit interactif où ce que tout le monde est capable de venir dire ce qu'il pense. Puis de permettre vraiment de développer une genre de communauté alentour du podcast. C'est ça, je vais en venir au fait que, gênez-vous pas pour le promouvoir à votre façon si vous avez la possibilité aussi. C'est pas nous autres qui va aller le poster, dans le fond, sur les pages de genre 10 000 personnes sur Facebook, de groupes de ci ou de groupes de ça. On tomberait exactement dans le genre de panneau de « Ah, ben là, c'est sûr que ces gars-là, je dis, gars, il y a un petit lien en bas de sa compagnie. Ils veulent se vendre encore. Ils veulent vendre, Fait que, vous avez comme un peu votre partie à faire. Si vous voulez qu'on devienne plus big, puis qu'à un moment donné, dans le fond, on s'est rendu à avoir des artistes solides, comme par exemple Mitsu ou Kathleen. Est-ce qu'il n'y a pas personne qui va connaître Kathleen, man? Ben, en tout cas, moi je le sais. Ah non, moi je m'en rappelle d'elle. Ah oui. Oh, elle a eu un kick, d'après moi, de la façon que t'en parles. Quand ma soeur, elle avait un poster, puis... OK. Tu sais, je veux dire, c'était pas pour moi, mais baptême. Mm-hmm. Yes. Ouais. Fait que sujet de la semaine. En fait, il y en a comme deux sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Le goop. Oh my God. On va commencer avec celui-là, puis après ça, on va parler un peu reverb, les types de reverb, ce qu'on en pense, nos expériences avec ça. Fait que, allons-y avec le ou la goop. En fait, je pense pas que ça aille un genre particulier, là. L'époxy, la colle. La colle. Par quoi commencer, man? On va commencer. J'ai une histoire directe avec. T'en as une, c'est sûr. Go, man. Vas-y. Si on y allait avec la fois où on a dû en enlever, mettons. Mm-hmm. Moi, personnellement, j'en ai pas enlevé. Mais à un moment donné, je suis dans une discussion avec Siegfried. Je sais pas si tu connais Siegfried. Oui. J'ai bâti un ampli dans le mois passé. J'ai fait une couple de pédales. Super de bon jack. Il est dans le shoegaze pas mal. M'a fait découvrir une couple de bands et tout, 80s. Vraiment, vraiment un chic type. À un moment donné, il m'approche avec une pédale puis il me dit, écoute, j'ai cette pédale-là que j'ai mis la main dessus. Ça sonne vraiment bien, mais juste un des deux barres. C'est une pédale double. Puis c'est par un petit builder dans le fond. Puis il y a un des deux côtés qui sonne juste trop bien. C'est genre le côté overdrive. Fait que genre, cool, envoie-moi les photos. On va essayer peut-être de faire de quoi, d'isoler le circuit puis de reproduire ça. Il dit, j'ai les photos, mais dans le fond, il y a une grosse merde dessus. Je sais pas, Fait que bref, le circuit est goupé au complet, de A à Z. Puis c'est un genre de goupe bleu, puis j'ai écoute, tu peux essayer de l'enlever, puis il m'a envoyé des photos, tout ça, puis de son bar, il était là, puis il grattait, puis il essayait de l'enlever, puis tout le kit. Puis, pas fait pour être gratté, ça, man. Hein? C'est pas fait pour être gratté, ça. Ah non, c'est fait, c'est chaud, faut que tu le chauffes, faut essayer de faire de quoi, tu sais. Finalement, il a réussi à l'enlever assez pour qu'on puisse le checker. Puis avec un autre de mes chums en Grèce, dans le fond, on a été capable de découvrir que c'était un Tube Sound Fuzz. Puis que l'autre bar, c'était un Fuzz Face. Tube Sound Fuzz, man, c'est le truc de la revue des années 60 que Way Huge a repris pour faire le Red Lama. Ah, OK. Ben, ça, c'est un circuit que je connais. Ouais. Hyper basic. Mais à la base, le Red Lama, c'est un clone vraiment un du Tube Sound Fuzz qui était un fuzz qui sortait d'une revue. Mais c'était pas un fuzz. En bout de ligne, c'était un overdrive. C'est les fameuses pédales, c'est ça, ils disent que c'est un fuzz, mais en bout de ligne, c'est un overdrive. Dans le temps, c'est le mot qu'on mettait, dans le fond, pour genre, tu satures, dans le fond, ton son, puis that's it.
Avec, bref. c'est celle-là avec les 40-49, là, je me rappelle bien. Là, exact. Le chip. Je pense que c'est des inverseurs logiques avec des. Avec une base, tu sais, je veux dire, c'est censé faire du numérique, tu sais, mais parce que l'input de ça est comme au MOSFET, je veux dire, le son passe puis ça drive, là. En tout cas, bref. C'est pour ça que c'est d'une revue, tu sais, c'est carrément un genre de projet d'école, c'est carrément, j'oublie le nom du gars qui a créé ce circuit, mais c'est super populaire, ça s'est retrouvé dans plein de places, puis tout ça, tu sais, puis je veux dire, c'est une topologie utilisée dans d'autres circuits par après, puis tout ça distribué gratuitement d'une revue, dans le fond, au début. Anyway, la pédale, c'est un fast face, puis ça. Fait que 2 circuits super disponibles, absolument rien de spécial, des 3904, genre une 4049, juste du stock ordinaire, goupé. Puis, à la minute que tu l'enlèves, puis tu checkes tout ça, puis tu regardes, tu te dis, mais sacrément, vous avez juste tenté de gouper vos 2 clones, puis that's all, puis de le vendre à un premium. Puis c'est tout. C'est terrible. Je pense que ça vaut la peine de. Tu sais, parce que j'ai travaillé. Avant de faire ça à temps plein, j'étais dans l'aéronautique, dans le fond. C'était fait pour tenir les pièces, je pense. C'était fait pour tenir les pièces. C'est fait aussi pour pas que ça prenne l'humidité. Tu sais, parce que tes pièces sont scellées, dans le fond. Là. Fait que je veux dire, t'empêches l'humidité de rentrer. T'empêches la vibration aussi, parce que je veux dire, ta pièce elle est comme collée, fait que je veux dire, elle vibre pas. Là, c'est de l'époxy, hein, je pense, si je me trompe pas. C'est pas non, c'est pas de l'époxy, c'est je me souviens pas c'est quoi le... Ben, je pense que c'est pas de l'époxy, ça fait un bout, là. Mais ça se vend en soi, tu sais, c'est genre... Oui, c'est un produit, là. Tu sais, moi, mon expérience, je veux dire, positive avec ça, tu sais, souvent, c'est que les units, par exemple, qui sont embarqués dans les avions, les circuits électroniques, tu sais, des fois, ils vont être remplis d'époxy, tu sais, dans le sens que, je veux dire, c'est vraiment pour venir sceller le circuit pour qu'il n'y arrive à rien jamais, là, tu sais. C'est sûr que ça empêche le fait de le réparer éventuellement, mais tu sais, souvent en aéronautique, je veux dire, quand c'est pété, ils dompent ça, puis ils reposent un œuf, là. Ouais, c'est ça, fait que le fait d'enlever l'époxy, mais ça s'enlève, là, je veux dire, il y a du dissolvant que tu peux acheter, puis, tu sais, je veux dire, mais c'est chimique, là, je veux dire, c'est pas de quoi tu veux faire chez vous sur ton établi quand t'as pas de l'aération exprès pour ça, là, je veux dire, c'est des vapeurs nocives, puis c'est pas de quoi que tu veux travailler, là, dans le fond. Mais, tu sais, dans le monde de la pédale, d'aller utiliser une affaire de même, souvent c'est pour cacher. Cacher un vis ou cacher, dans le fond, cacher un vis, tout simplement. Tu sais, t'as caché quelque chose ou je veux pas que tu vois, tu veux pas te faire cloner, entre guillemets, ou je sais pas trop quoi, tu sais, mais je veux dire, c'est rare. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'ai ouvert, j'ai reçu ici en réparation, c'était Exotique, le RC Booster, ou en tout cas, genre de pédale comme ça, là. Puis c'était tout goupé, tu sais. Mais pourquoi faire? Après ça, comment tu fais pour réparer ça? Moi, c'est juste d'un point de vue de réparation, dans le fond. Une fois que c'est goupé, là, je veux dire, il n'y a pas un tech qui va vouloir aller réparer ça. Il va te dire, dompe ça au vidange, puis rachète-en un autre. Puis c'est dégueulasse, pour vrai. Moi, j'ai été chanceux parce que, je veux dire, dans cette pédale-là, ce qui était défectueux, c'était l'ampli-up. Puis l'ampli-up, il était pas goupé. Il était sandé. Tu sais, dans le sens que ça, c'est de quoi que tu dois voir souvent aussi. Je veux dire, ils vont sabler la pièce pour pas que tu saches qu'est-ce que c'est. Mais Calvin, c'est dans une pédale de boost, là, je veux dire, c'est un ampli-up double. Tu sais, je veux dire, c'est 95% du temps, c'est ça. Fait que tu prennes un ou l'autre, tu sais. Tu sais, je veux dire, bon, t'en mets un dedans, puis that's it, là, t'es reparti. Tu sais. Fait que j'ai pu réparer cette pédale-là, mais c'est ça. Il y a une pédale, là, je me souviens pas c'était quoi le circuit, mais t'es arrivé goupé, puis là, je pouvais vraiment rien faire, là, dans le sens qu'il n'était pas question que j'aille nettoyer, aller dissolver ça, puis... il y en a un autre que je suis en train d'oublier, là, que je sais qui est goupé aussi, me semble. Là. Il y a plusieurs versions, là, genre 2, 3, 4 versions de cette même pédale-là. Là, pas l'OCD. L'OCD n'est pas goupé? J'en ai réparé. Il me semble que non. Non, okay. Mais peut-être certaines versions, mais moi, celle que j'avais pas mis, je ne sais plus c'est lesquelles. On sait tous que le clone, les originaux sont goupés. Mais en même temps, c'est terrible à dire. Mais dans le temps où est-ce que le clone était fait, il n'y en avait pas beaucoup de pédales comme ça. Non, mais reste que le circuit de la clone est quand même original. C'est ça. Pour moi, ça excuse à rien. Je veux dire, il n'y a aucune raison de gouper un circuit d'une pédale, peu importe ce que tu fais. Mais mettons, tu es un builder, puis tu sais que tout ça alentour se passe, puis que les gens clonent.
Puis on est à l'ère où est-ce que... Je peux pas te dire exactement quand est-ce que les premiers modèles de la clone sont sortis. Tu sais que je vais aller chercher juste pour... Ça s'appelle un Clone Overdrive. Parce qu'il y a eu un temps où l'Internet n'était pas aussi big, tu sais. Mm-hmm. Fait que... tu sais, l'année à laquelle c'est sorti, le date... Bon, ça a sorti en quelle année, cette histoire-là? 94. Ah ouais, OK. Fait que si je me trompe pas, c'est ça, 94-95. Ah non, il y a eu un changement dans le circuit en 94-95. En tout cas, ça va m'amener loin à chercher ça à l'infini, là. Mais, on va dire début 90, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, l'Internet était pas du tout ce qui est aujourd'hui dans ce temps-là. Fait que si tu goupes un circuit, puis tout ce qui te reste, c'est quelqu'un qui peut le reverse engineerer, ça limite beaucoup le nombre de personnes qui sont capables de sortir le circuit de ça. Parce que je me souviens d'avoir commencé peut-être il y a 6-7 ans, puis il y avait du monde qui amenait des circuits de la clone, mais qui étaient genre faux, qui étaient comme pas corrects, il y avait des erreurs dedans ou quoi que ce soit. T'sais. Fait que même encore là, c'était pas trouvé à 100%. Fait que le Goop, il a peut-être donné une dizaine d'années plus safe, où est-ce qu'il n'y avait pas des clones partout. Mais encore là, une fois, il n'en produisait même pas assez pour justifier le fait de gouper son circuit, parce qu'à la minute qu'il en fait un, il est vendu. C'est un peu comme si Analog Man, dans le fond, qui a genre pas une buy list, mais une waiting list de genre 2 ans, 3 ans. C'est comme si Analog Man goupait ses circuits. T'sais. Je veux dire, rendu là, ça sert à quoi? T'sais? Je veux dire, non, le gars, t'en veux une, ça prend 3 ans avant que tu l'ailles. Fait que, tu sais, c'est ridicule, là. Je peux comprendre que certains builders se disent OK, je veux pas faire cloner mes affaires ou je veux pas. Mais pour vrai, là, je vais m'adresser aux builders. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Vous avez cloné pareil. Tout ce que ça fait, c'est que ça complique ta réparation, puis ça fait chier. Je veux dire, c'est tout ce que ça fait. C'est pas parce que c'est goupé ou pas. Ou, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui t'achète une pédale, qu'elle soit goupée ou pas, je veux dire, il va te l'acheter pareil. T'sais. Exact. Je veux dire, il achète ton brand, il achète ton circuit. C'est le circuit que tu as fait, mais c'est ton brand, dans le fond. Puis ça en vient à ça. Hein, on en a parlé un peu quand on a parlé des clones. Je veux dire, à un moment, ce qu'on achète, c'est le brand, quasiment plus que le circuit. Je veux dire, oui, c'est un overdrive, ça sonne de même, mais je veux dire, il y a des bonnes chances que ce même circuit-là, il l'a à gauche aussi. Ouais. Fait que je veux dire, en bout de ligne, ce que tu achètes, c'est pas vraiment le circuit, c'est le branding que tu trouves le fun. T'sais. Fait que je sais pas. Alors, si on met ça général, gouper, c'est vraiment sans dessin. Puis, dans le monde des pédales, ça sert vraiment à rien. Puis, je veux dire, c'est fait pour sceller des pièces. Puis, s'il faut que tu caches des choses, réellement, là, s'il faut que tu caches tes choses, sérieusement, c'est parce que t'as peur. T'as tout simplement peur. Tu sais, je veux dire, t'as peur que quelqu'un te clone et qu'il te détrône après ou je sais pas quoi, ou whatever. Tu sais, je veux dire, réellement, moi, tu sais, mettons, le monde va regarder mes modèles, ils vont se dire, la plupart du temps, tout le monde va être capable de savoir c'est quoi en l'ouvrant et en l'analysant un peu, tu sais. Il y en a un de mes modèles, vraiment un particulier de mes modèles que, tu sais, je ne vais pas me pitcher pour dire qu'est-ce que j'ai fait. J'ai trouvé une bonne idée. Je ne vais pas me pitcher pour dire ce que j'ai fait. Mais si la personne paye le montant que je charge pour puis qu'elle l'ouvre, ben ça y appartient. Si elle veut la cloner, elle peut la cloner. Si elle veut donner l'information à quelqu'un, elle peut. Tu as payé ton premium pour l'avoir, cette information-là. Puis en même temps, ça ne m'appartient même pas. Je veux dire, ce que j'ai fait en dedans, ça ne m'appartient pas. Tu ne peux pas copyrighter des lignes, puis des résistances, puis des capaciteurs. Tu peux pas. Tu peux juste pas. Non, tu peux pas, c'est ça. Puis, tu sais, honnêtement, même s'il y a quelqu'un qui... Tu sais, parce qu'on s'entend, là, je veux dire, c'est pas tout le monde qui achète qui ont la capacité de reverse engineer une affaire. Tu sais, je veux dire, c'est pas en l'ouvrant. C'est pas parce qu'il y a 2 transistors que c'est un phosphate automatique. Là. Exact, c'est pas de même, ça marche. Là. C'est pas parce qu'il y a 3 transistors que c'est un tone bender ou que, tu sais, ça peut être bien des affaires. Là, fait que je veux dire, il faut quand même que tu sois capable de suivre les traces et retracer un schéma, dans le fond, pour être sûr de ton affaire. Tu sais. Mais pour revenir à ce que je disais, tu dis, tu as comme un circuit que tu as développé dans le fond, qui n'est pas un clone direct. Moi, je le veux, mais je vais te l'acheter. Je veux dire, quelqu'un qui va le ressortir après, ou quelqu'un qui l'a cloné et qui brand ça comme qu'il veut, je veux dire,
c'est pas lui que je check. Je veux dire, ça va être ta pédale à toi, parce que j'aime ton branding. Et en même temps, cette personne-là, la seule règle qu'elle a, c'est qu'il ne faut pas qu'elle prenne ton circuit puis qu'elle le retrace identique. Tu sais, je veux dire, qu'elle le refasse au même endroit, tu sais, qu'elle fasse un design qui est sensiblement pareil, qu'elle mette la switch à la même place, puis qu'elle garoche les 3 ou 4 pitons au même endroit, tu sais. Puis que même qu'à force, elle essaie de faire un artwork qui y ressemble. Tu sais, je veux dire, rendu là, t'es dans une genre de drôle de zone, tu sais. Mais n'importe qui va prendre un circuit qui existe déjà, refait sa version ou quoi que ce soit, sans joke, s'il y a quelqu'un qui a acheté ton clone au lieu d'acheter l'original, c'est parce qu'il ne voulait pas acheter l'original. Puis c'est le ça. fait d'avoir le clone va faire jaser. Puis à un moment donné, il y a peut-être bien quelqu'un qui va se dire « Moi, je veux le real deal, je vais acheter la vraie chose. Tu sais, je vais acheter la vraie patente. » Fait que tu ne perds pas de vente, tu fais parler de ton brand, tu fais parler de tes affaires. Puis tu sais, moi, je reste persuadé encore que tu sais, la plus grande forme de flatterie, c'est la copie. Là. Tu sais, je veux dire... l'imitation, la copie. L'imitation, c'est ça, c'est la plus grande forme de flatterie. Tu sais, je veux dire, ça s'est rendu jusque-là. Les gens aiment tellement ton truc que, tu sais, ils vont en faire des versions qui vont renommer ou whatever, tu sais. Puis, je veux dire, c'est juste une question de respect, en bout de ligne. Je pense pas qu'on ait besoin du goop. Puis, je pense que juste une bonne dose de respect pour toutes ces affaires-là est vraiment... Tu sais, si ça fait 10 clones de la même affaire que tu fais, peut-être que tu peux commencer à penser à aller sur Eagle ou Kicad, puis commencer à apprendre à comment designer ton propre circuit pour en faire ta propre version. C'est mon opinion à moi. Je me suis toujours donné ce chiffre magique-là dans le temps. C'était même moins que ça, c'était 5. T'sais, quand ça fait 5 clones de quelque chose que tu vends, peut-être que tu peux commencer à penser à faire tes propres circuits, puis à le faire. Puis à... Parce que, tu sais, à un moment donné... Fait que tout ça pour dire que le goop, c'est non. C'est non. Effectivement, c'est non. Je veux plus en voir de ça. C'est peu importe la couleur. C'est niaiseux. Ouais, peu importe la couleur. Non, on n'est pas regardant là-dessus. Là. Même si c'est couleur bubblegum rose, comme la dernière qui est sortie, là, que je me rappelle plus trop. Je sais pas si tu l'as vu passer, celle-là. Là. Non. Tu iras voir ça après. Il y en a une nouvelle, genre, je te dirais, ça fait même pas 2-3 mois. Là. Il y a une nouvelle qui est sortie, elle est goupée rose dedans, puis c'est ça le principe, c'est genre un truc de gomme ballon. OK, mais qui a sorti ça? Ah, j'ai oublié la compagnie. Okay. Là. Mais c'est vraiment, tu sais, ça a rapport à. Genre, je me trompe pas, l'artwork a comme rapport à gomme ballon, la patente, puis dedans, il est tout goupé gomme ballon rose. OK. Puis bien évidemment, c'est un genre de fuzz face, tu sais, puis un autre. Fuzz face, oui. Toujours le pauvre fuzz face qui goûte à ça, puis qui se ramasse goupé dans le fond par. Anyway. Yes. C'était pas mal notre. C'était pas mal ce qu'on pense par rapport au goop. Mais peut-être juste pour dernière information, pour le consommateur qui achète puis qui s'en calisse dans le fond que ça soit... Moi, je sac, ça me dérange pas. Là. Oh, moi, j'adore ça. Tu sais, pour le consommateur qui achète une pédale puis qui s'en fout dans le fond que ça soit goupé ou pas, gardez en tête que si elle est goupée, la seule personne qui va vouloir te la réparer, c'est le manufacturier, puis il va te demander d'y envoyer, il va remplacer le board, puis il va te retourner à la pédale, puis il va te charger à total. T'sais. Exact. Plutôt que d'envoyer ça à n'importe quel réparateur qui est capable de réparer des pédales, puis qui va, regarde, c'est telle résistance, ou, regarde, il manque une soudure, ou peu importe, là, je veux dire, ça va te coûter 40$, puis ça va être réparé, Là, t'es pogné, tu vas shipper ça. 2 fois tu vas payer 2 fois le shipping, si tu vas payer un board. Si la compagnie est américaine, là, tu vas payer du shipping à 30$ une fois. Puis là, après ça, toi, tu vas la marquer comme un cadeau, mais lui, il a une business, fait qu'il va vouloir prendre ses taxes sur l'envoi qu'il va te réenvoyer, fait qu'il va te l'envoyer comme une réparation, fait qu'elle va te coûter un autre 30$ en plus des frais douaniers, parce que dans le fond, il va déclarer la valeur de l'item qu'il va te renvoyer. Fait que tu vas te slapper, dans le fond, avec les frais, probablement un autre 30$, fait que tu vas être rendu à 90$ avant même de réavoir ta pédale. Tout ça... Ouais, puis tu n'as pas payé la réparation, là. Exact. Tout ça parce qu'il y a Goop, volontairement, puis que tu peux pas l'amener un technicien, dans le fond, pour aller la faire réparer. Fait que, tu sais, c'est à garder en tête. Puis, je veux dire, il n'y a pas de... Touchez pas à ça, tout simplement. Je me demande je sais pas jusqu'à quel point tu pourrais, au magasin, dire « Hey, j'aimerais ça l'ouvrir », parce qu'il y a des compagnies qui vont voider la garantie si tu rouvres une pédale. Là. Ça, c'est un autre sujet. Là. Mais si c'est connu, par exemple, là, que, OK... mais encore là, je veux dire, c'est quelqu'un qui achète une vraie clone, puis elle est goupée, je veux dire, je pense qu'il achète au-delà de la réparation. Je veux dire, c'est parce que, OK, il achète comme une pièce pas d'antiquité, là, mais il achète... Il y a des gens qui vont être prêts à dealer avec ça, mais je pense que pour ceux qui sont moins au courant, c'est bon de savoir à quoi s'en tenir. OK,
telle affaire, ça va être plus dur à réparer. Fait que si ça brise, je suis un peu pogné avec. Là, tandis que d'autres, c'est facile à entretenir. Là. Boss, c'est plutôt simple d'habitude. Pour donner un exemple. C'est ça. MXR, Boss. Hein, on en revient avec nos pédales à 3 pitons, bien simple dans un boîtier. Ouais, mais encore là, je veux dire, là, ça serait comme un. Effectivement, plus la pédale a de feature, puis plus qu'il y a des chances que ça soit dur à réparer aussi, parce que je veux dire, il faut que tu rouvres, si tu as de 25 switches dessus, il y a des chances que, des fois, tu as du PCB, je veux dire, toi puis moi, on fait du PCB 2 layers, dans le fond. Là, oh, fait que, je veux dire, des fois, tu en as 4. Puis, quand tu regardes le PCB puis tu le tournes, tu vois tout. Mais quand c'est 4 couches ou plus, tu le sais pas, là, ce qui se passe. Fait que tu peux pas suivre les signaux, tu peux pas trop savoir quel tel transistor fait tel job ou tel... Fait que, c'est une autre histoire, là, mais bref. Les réparations. Il arrive à un niveau qu'à un moment donné, c'est ça. Je veux dire, il y a une limite à ce que le technicien va être capable de faire, dans le fond, parce qu'il n'y a pas toute l'information pour la réparer. Là, fait que voilà. Ben, sinon, l'autre sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est les types de reverb. Pas nécessairement y aller comme pas dans le détail, mais je veux dire, je pense que les reverbs en pédale, ou il n'y a pas plein de façons de le faire, dans le fond. Je veux dire, à la base, je veux dire, t'aurais comme un circuit complètement analogue. Là. Je veux dire, je fais un coffre à outils là, avec un vrai spring, puis c'est un tank dedans, une petite tank. Puis, ouais, non, c'est ça, avec un driver, puis fait que ça fait un reverb. Mais sinon, en format pédale, je veux dire, classique, t'as le Belton, le Belden Brick, dans le fond. Cette petite bébelle-là, ici. Ah, il en a amené une. Moi, j'en ai amené une, cette petite boîte-là ici, mais dans le fond, je voulais juste en venir à ça ici, que personne ne va se faire savoir, mais bref, c'est une PT 2399. Ouais, un autre circuit qui est cool aussi. C'est une puce de karaoké, dans le fond, qui était les machines à karaoké. Puis c'est un petit module d'écho, dans le fond. Puis dans le fond, évidemment, avec dans le fond, ce que le fabricant donne comme circuit, tu es capable, dans le fond, de créer un petit circuit de reverb. Mais ton reverb se trouve être un genre d'écho rapproché, dans le fond, que tu finis par simuler en reverb. Puis on a la Belton Brick ici, qui, dans le fond, si je ne me trompe pas, est 3 chips comme celle-là ici, à l'intérieur. Fait que dans le fond, c'est juste comme une petite boîte, 3 ou 5, je ne me rappelle plus exactement comment il y en a, mais bref, c'est plusieurs de ces chips de délai-là. Fait que ça nous amène justement dans des genres de reverb qui sont un petit peu plus complexes que juste si tu mets une puce. Mais, écoute, ça là, c'est limite. Ça laisse oui, ben oui, complètement. Là. Je veux dire, si j'avais le choix de choisir entre un de tes coffres à outils ou ça, je prendrais un de tes coffres à outils. Parce que ça, ici, j'ai jamais été satisfait par la Belton Brick. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Ça distorsionne, dans le fond, aux extrêmes. Ça distorsionne dans les lows, ça distorsionne dans les highs. C'est pas parfait. Puis les gens vont slapper la mention low-fi pour dire, dans le fond, que c'est low-fi. C'est pas juste low-fi, c'est juste crappy. C'est juste... c'est pas parfait. T'sais. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui... Personnellement, de mon côté, il n'y a rien qui bat un Spring Reverb avec un driver, justement. Par contre, si tu ne cherches pas le Spring Reverb, le son Spring Reverb, tu tombes dans un processeur. Puis tu tombes dans les algorithmes, puis tu tombes dans le stock vraiment magique. Ouais. Mais il y a aussi le... Puis là, c'est ça, tu peux m'éclairer là-dessus. Je veux dire, il y a un chip, là, FV1. FV1, que j'ai jamais travaillé, moi, dans le fond, mais je le vois souvent passer, je le vois dans des pédales. Sérieusement, tu n'as rien manqué. Mais c'est quoi, en fait? Je veux dire, c'est-tu un DSP? C'est 8... Dans le fond, ça fonctionne avec une TAT, une THAT. Dans le fond, c'est une puce que tu programmes. Puis c'est du code, dans le fond, que tu envoies à ta FV1, qui, dans le fond, elle a comme 8 genres d'algorithmes dessus que tu peux mélanger. Tu peux comme mélanger le code de ces 8 algorithmes-là, puis donner l'information à partir d'une TAT. OK, fait que tu as quand même un élément programmable que tu as besoin de programmer. Tu sais, c'est carrément un genre de panneau. Dans le fond, c'est vraiment tout développé, user-friendly. C'est vraiment un panneau avec dans le fond, des cercles que tu vas placer aux endroits que tu veux. Fait que quand tu fais le phaser, tu vas aller te chercher des morceaux de chacune des 8 algorithmes, dans le fond, pour te créer une des options, dans le fond, si tu veux, pour te faire un phaser. Puis
si je me trompe pas, dans le fond, tu peux comme programmer 8 algorithmes différents à partir de la puce. C'est pour ça que tu vas te mettre une 8 row, dans le fond, une switch à 8 pas pour aller, dans le fond, contrôler chacune de ces options-là, dans le fond, que tu vas y donner. OK. C'était fantastique au début parce que tu peux commencer à programmer. Ça. Moi, pour être bien honnête, avant même de programmer, j'ai juste copié le code des gens qui faisaient de ces puces-là programmées, puis ça l'a déjà été poussé, dans le fond, à l'os avant même que je pense à ouvrir le programme puis à faire de quoi moi-même selon ce que je lisais parce que j'avais de la lecture à faire avant même de commencer, dans le fond, à programmer quoi que ce soit. Puis du temps où est-ce que j'étais rendu à penser à créer mon premier phaser avec ça, ben l'atmosphère est sortie. Fait que, tu sais, je veux dire, tu étais déjà out de la game complètement avant même de... Puis la FV1 a un artefact, dans le fond, digital qu'on peut entendre à l'intérieur. Puis cet artefact digital-là se refait sur chacun des objets. Fait que, bref, le chorus a l'artefact digital, le délai a l'artefact digital, le reverb a l'artefact digital. Fait que tu te retrouves toujours avec une modulation qui sonne un peu pareil. Il y a toujours un bruit de fond qui est le même. Puis, OK. Par exemple, c'est un step-up. Dans le DIY, c'est un gros step-up sur la Belton Brick ou sur la petite puce. C'est un step-up. Mais c'est quelque chose qui est allé dans le DIY, parce que si je ne me trompe pas, c'est surface mount, ça. Fait que malgré tout, ça demande un peu de connaissance en PCB pour être capable de jouer avec. Là. L'affaire, c'est qu'il y a des gens qui ont programmé les petites tates. J'oublie le nom de cette puce-là. Dans le fond, une tate THOT, c'est de quoi en particulier, cette puce-là? Là? En tout cas, whatever. Bref, cette puce-là, dans le fond, les gens en ont programmé. Ils ont programmé ils ont codé, dans le fond, si tu veux, différents effets. Fait que tu pouvais, dans le fond, carrément, je l'ai acheté, là, c'est un genre de petit codeur, dans le fond, qui est USB. Fait que tu rentrais la puce dedans, dans le fond, tu garoches le code à partir d'un programme. Puis, à partir d'une FV1, je peux faire n'importe quoi. Je peux me faire le délai, je peux me faire des reverbs, je peux me faire un double tracker, toutes sortes d'affaires. Fait que, quand tu dis un programmeur, tu parles-tu d'une affaire genre de même? Là? C'est peut-être pas ça, là, mais c'est comme une petite boîte là, que tu plugues USB. Puis toi, sur ton PCB, tu mettrais comme un port de programmation, là? Ouais, carrément. Là, fait qu'il y a comme un microcontrôleur, dans le fond. Un genre de pareil comme les testeurs chinois là, de transistors, tu sais, genre, t'as un genre de plate, si tu veux, là, à 20 pattes. Là, tu rentres ta puce avec une patte, tu viens descendre. OK, je comprends. C'est un lecteur USB de même. Là. Puis, dans le fond, c'est ça, un programmeur, si je peux te dire, regarde bien ça, je vais juste te donner le nom de la puce, là. Puis à partir de là, tu veux, bien évidemment, j'essaie de trouver c'est quoi, puis je le trouverai pas. Anyway, je le colle ensemble. Je vais chercher rapidement, F, V. Ah, tu vois, je l'ai ici. On le trouvera pas. Hein? Ouais, c'est ça. Je vais essayer de le trouver, puis je le trouverai pas. En tout cas, bref, c'est une puce programmable. Pas le FV1. Le FV1, lui, il est déjà programmé. Il y a tous ses algorithmes dedans. Le FV1, il est déjà comme toi, tu t'interfaces avec. Puis, dans le fond, avec une TAT, THOT. Il me semble que c'est une TAT 81. J'ai oublié. Ça fait déjà un petit bout. Que j'ai pas utilisé ça. Puis, à partir de cette puce-là, dans le fond, tu vas... Je vais aller chercher. Ça va, pendant ce temps-là, tu pourrais chanter une chanson. Puis, on va l'avoir. Ouais, moi aussi, je cherchais en même temps. Puis je le trouve comme pas. Pourtant. Mais ce que tu me dis, c'est ça. Je suis pas mal sûr que j'ai déjà vu. Parce que c'est utilisé dans plein d'autres. Applications, dans le fond. Regarde, je vais aller chercher le numéro exact. Là. J'en ai en arrière de moi. Là. Ce sera pas long. Ah, t'en as? Bon, ben, vas-y. On va attendre, voir ce qu'il trouve. Parce que je suis curieux de savoir si c'est un microcontrôleur. Fort probablement. Moi, c'est ce que je pense. Puis il y a probablement comme un logiciel ou une interface pour les programmer. C'est bon. Tu l'as-tu? 24 LC 32A. Ah, OK, bon, je n'étais pas là pendant tout. Moi non plus. 32. OK, c'est un EEPROM. Ah, OK. Un EEPROM.
Fait que c'est un EEPROM. Fait qu'un EEPROM, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est comme c'est juste une mémoire, un paquet de 1 puis de 0. Fait que dans le fond, ça vient comme dicter tout ta programme, puis ça vient dicter un peu là, comment ta FV1 va fonctionner. Là. Fait que c'est juste une mémoire, dans le fond. Fait que puis ton signal audio, il passe. Où est-ce qu'il passe? Où il sort de quoi? En fait, il doit sortir de ta FV1, là. Il y a des plateformes, dans le fond, pour chaque... Dans le fond, il y avait la plateforme Pythagore, il y avait la plateforme... je pense qu'il y avait 2 ou 3 plateformes différentes qui, justement, te permettent de travailler avec ta FV1 selon les effets que tu mets dedans. Puis, dans le fond, ces plateformes-là, eux autres, ils étaient développés à partir, dans le fond, c'est ça que les gars du DIY faisaient. Dans le fond, la puce est fournie, elle a des effets. Puis, dans le fond, les gars du DIY arrivaient puis créaient des plateformes. Fait que là, à partir, mettons, je me souviens bien, la plateforme, justement, Pythagore, dans le fond, le circuit Pythagore alentour de la FV1, te permettait de faire les reverbs, te permettait de faire les délais, puis te permettait de tomber, dans le fond, en tout cas, je ne sais plus quoi. Bref, tu avais genre la arachnide et tout, dans le fond, qui faisait, dans le fond, c'est ça, arachnide, en tout cas, bref, tu avais comme une autre plateforme qui te permettait d'amener toutes tes pitch modulations, toutes ces affaires-là. Puis, fait que c'est vraiment, là, c'était vraiment un outil DIY vraiment cool. Puis, il y a eu un gros shortage de ces puces-là pendant un bon bout de temps parce que, dans le fond, tout le monde en voulait. Puis, tout le monde qui voulait offrir une pédale de modulation à multi-effets. Ouais, c'était comme l'option simple, entre guillemets. Là. Exact. Il y a plein de builders qui se sont lancés là-dedans, dans le fond, mais tandis que ça l'a sorti, il y a plein de monde qui n'était pas satisfait de ce que ça faisait. Puis, ça n'a pas été trop long, dans le fond, que là, le monde a commencé à coder pour la peine. Fait que moi, tu sais, tous mes chums qui, genre, ont comme juste touché à FV1 vite, soudainement, ils étaient tous rendus sur des PIC ou des Arduino, puis ils commençaient, genre, à développer des affaires, tout ça. Puis là, tu es comme, OK, j'ai essayé de faire de quoi avec la FV1. Là, tout le monde a des petits processeurs, des trucs de même. Tout le monde est dans les ordi, dans le fond. Là. Tout le monde code. Là. Fait que moi, j'ai tranquillement reculé. J'étais allé chez eBay. Je me suis acheté des transistors germanium. Faire de la programmation de microcontrôleurs, j'en ai fait pas mal, là, mais à l'époque du 8 bits, là, j'ai pas fait de 32 bits tant que ça, là, mais tous les petits puis je travaillais surtout avec la série Atmel, là, c'est des super beaux petits microcontrôleurs, dans le fond, mais j'ai jamais essayé je pourrais essayer de pousser ça un moment donné, là, faire des effets de guitare avec les Atmel, là, ça pourrait être cool pour vrai, parce que dans le fond, tu peux échantillonner ton signal avec un ADC, dans le fond, puis analogue to digital converter, puis après ça, ben, toi, tu te fais un algorithme avec ce que tu veux faire avec ton signal. Si tu veux faire un délai, tu peux faire un délai, si tu veux, ou peu importe, là, tu pourrais te mettre des random generators, machin, ou peu importe, là, je veux dire, ça en fait pas mal pareil, un Atmel, là, quand tu connais ça un peu. Mais t'es quand même, t'es dans le monde digital, là, fait que je veux dire, ça l'amène à l'autre problème que ton circuit complètement analogue n'aurait pas, là, genre du noise digital. Ouais. Faut que tu files tes inputs, faut que tu files ton alimentation bien plus, puis là, ta programmation, je veux dire, puis il faut que ton programme soit solide parce que tu veux pas qu'il plante, tu es en train de t'en servir, puis à un moment donné, OK, pourquoi ça marche plus? Ouais, faut que tu l'éteignes, tu le rallumes, je veux dire. C'est des... tu sais, se dire, ça a pas disparu pour rien. T'sais, ça n'a pas continué pour rien. Il y a une raison pour ça. Puis, je veux dire, à cette heure, je le vois là, carrément avec des chums alentour qui sortent des affaires. Puis, à la minute que tu commences à coder, même, puis que tu tombes vraiment d'un petit ordi, je veux dire, parce que ça et tout, c'est une autre histoire. C'est que ces petits processeurs-là, quand tu es capable de mettre un processeur dans ta pédale pour 5, 10$, pourquoi tu t'achèterais une chip à genre 25, 30, 40$ qui fait genre le 1 millième de ce que ton processeur peut faire? T'sais, à un moment donné, c'est ça, il y a comme une séparation qui se fait. T'sais, moi, je me suis vite aperçu qu'il allait falloir que je retourne à l'école, que je me mette à lire des livres dans lesquels il faut que je cherche dans le dictionnaire en lisant. T'sais, je veux dire, à un moment donné, tu veux faire de la modulation, mais tu peux pas faire de la modulation. T'sais, je veux dire, je pourrais me mettre à travailler sur un chorus analogue, mais il y a des chorus analogues sur le marché qui vont revenir être plus rentables que ce que je vais développer. Puis ça va donner le même résultat. Ouais. Délai, même chose. Tu pourrais travailler sur un délai analogue, mais pourquoi tu n'irais pas t'acheter un Memory Man? C'est en bout de ligne, avec tout le travail que tu vas mettre, tu vas le vendre 2 fois plus cher qu'un Memory Man. Tu sais, la modulation, c'est vraiment, vraiment, vraiment terrible.
c'est super le fun, mais c'est vraiment pas évident de penser percer le marché avec ça. Par contre, si tu es quelqu'un qui code, puis tu es quelqu'un qui a des idées fraîches, puis quelqu'un qui sort vraiment avec un langage digital solide, c'est des options qui s'offrent à toi. Mais si tu es comme moi, puis je veux dire, tout ça, c'est pas nécessairement du jargon, mais c'est tout à apprendre au complète. T'es dans la merde. T'es juste dans la merde. Je veux dire, tu peux pas. C'est pas pour rien que j'ai pas de modulation, moi, que j'offre pas de pédale de modulation, quoi que ce soit. Je veux dire, c'est gênant, là. Tout simplement. Là. Sinon, faut quasiment que tu l'abordes d'une façon. Tu pourrais retourner vers les circuits analogues, mais il faut que tu y amènes une twist qui n'est pas déjà là dans le fond, là, je pense. Là. Sinon, comme tu dis, pourquoi j'achèterais un CE3 de Roi plutôt qu'un CE3 Boss à 3 fois moins cher. Là, puis en même temps, tu as la calibration qui s'installe aussi avec ça. Quand tu as fini, s'il faut que tu ailles faire le bias de tout ça, puis tu en as pour 1 heure de temps, dans le fond, puis après ça, je veux dire, tu as des problèmes qui peuvent venir s'installer ou quoi que ce soit. Mauvaise badge de ci, mauvaise badge de ça. C'est pas évident. C'est pas évident. Non. J'ai fait pour moi. Si j'en fais pour moi, mais pas. C'est ça. Pas pour les autres. Non, non, t'as raison, man. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais faire un Univibe là, ou un genre d'Univibe. Puis j'étais allé voir un peu sur le marché qu'est-ce qu'il y avait. Parce que souvent, moi, c'est ça que je fais. Je regarde sur le marché. Y a-tu bien du stock? Y a-tu bien. Univibe, hein? Quand tu veux un genre de réplique là, du Dunlop, là, dans le fond, man, c'est 7, 8, 900 piastres, là, si c'est pas plus cher que ça, c'est fou raide là, pour... il n'y a pas tant de stock là-dedans, il y a comme une quinzaine de transistors, puis 4 photos photorésistance, puis c'est pas tant complexe que ça. Mais les problèmes qui peuvent... Tu sais, mettons, tu vas aller t'acheter un circuit, là, tu vas faire un clone, tu vas aller acheter un circuit, puis tu vas faire un clone, c'est cool. Mais ça revient à la même histoire. Tu sais, quelqu'un te demande de faire quelque chose. Là, tu vas prendre du temps, tu vas aller lire sur le modèle, tu vas aller lire sur tout. Tu sais, c'est pas trop long que quand... Tu sais, je me perçois tout le temps comme un taxi. Tu sais, tu pèses sur le piton, puis là, ta run de taxi commence. Tu sais. Fait que là, il y a de base, ça coûte 4$. Puis là, après ça, dans le fond, tu sais, c'est une pièce le kilomètre ou whatever. Je sais même plus c'est quand la dernière fois que j'ai pris un taxi, mais en tout cas. Tu sais, c'est pas trop long que ça monte, puis ça monte, puis ça monte. Là, tu te dis, OK, bon, mais j'ai tout appris ça dans ma ride de taxi, fait que je peux le refaire après. Ah, mais il n'y a pas personne d'autre qui veut un Univibe, il y a juste lui qui veut un Univibe, tu sais. Oh, OK. Alors, ça remet tout en... C'est sûr que ça remet en contexte. Là, faut tout le temps... Faut que tu saches refuser des builder, il faut tout le temps que tu aies en tête, OK, man, je veux dire, j'en fais-tu rien qu'un ou j'en fais 10 ou j'en fais 50 ou... Puis il faut que tu saches refuser des jobs puis référer, là. Ben, si le produit il existe, puis... qui est bien fait, puis tout, puis que pour toi, c'est pas trop rentable, ben, t'es aussi bien, là, effectivement, de pointer le produit qui va faire 100% de job. J'ai déjà reçu un message, tu fais-tu des atténuateurs? Non. Mon chummy, il en fait, par exemple. Appelle. J'en fais pas. En faire, c'est pas compliqué. Ouais, non, mais c'est ça l'affaire, c'est que, à un moment donné, tu gagnes quoi à dire, hey, je vais me mettre à développer ça? Non, il en fait, il y en a. Il y en a probablement un pour toi, où il y a les pièces en stock, ou quoi que ce soit. Moi, j'ai même pas envie de lire là-dessus, pour commencer à... À vrai dire, c'est pas vrai, j'ai déjà lu dessus, t'as l'espèce de réostock, faut que tu te pognes pour faire, je sais pas si t'es fait comme ça, toi? Avec l'espèce de... Ben, je veux dire, oui, moi, si je fais un atténuateur, c'est le L-pad, dans le fond. Je n'embarque pas dans quelque chose de plus compliqué que ça. Puis je le dis d'emblée, je veux dire, ça a des performances limitées, là. Je veux dire, c'est pas actif... Fait que c'est sûr que quand tu le baisses, ça répond pas tout à fait comme ça répondait, mais il y a des gens pour qui ça fait un job. Puis il y a du monde pour qui ça fait pas un job. Puis ben, si ça fait pas un job, c'est pas le produit pour toi. T'sais. C'est vrai de ça. Puis en même temps, il faut que tu saches aussi quand tu peux pas le faire. Puis il faut vraiment que tu sois prêt à référer les autres. Tout ça, parce que sinon, c'est l'enfer. C'est juste l'enfer. Parce que moi, j'ai déjà essayé de faire des affaires que j'avais pas nécessairement. Je dis pas le talent pour faire, mais que j'aurais jamais dû faire dans le fond parce que c'était trop d'informations à aller chercher juste pour un modèle. Puis en bout de ligne, t'es comme. Pourquoi j'ai tout fait ça? T'sais, OK, c'est cool, je connais le modèle, je sais comment ça marche, le kit, mais là, à cette heure, t'es comme, non, j'aurais jamais dû faire ça. Puis, c'est ça. Tu rembourses le client en bout de ligne, c'est pas super. Un custom shop, là, c'est ça, dans le fond. Là, je veux dire, tu vas payer le gars à l'heure. Là, fait que, je veux dire, si ça y a pris 6 heures de recherche, man, c'est 6 heures de travail. Là. Fait que. C'est ça, il faut juste être conscient de ça. Là. Mais, man, on est rendu loin à côté des reverbs. Là. On s'est ramassé effectivement vraiment loin. Hey, c'est correct.
On va-tu vers le... On donne-tu une couple de minutes sur notre circuit de la semaine? Oui, on va aller faire ça direct là. On a choisi le Tone Bender, en fait. Je pense que c'est un circuit que toi, t'affectionnes beaucoup. Puis probablement que tu as une version d'un Tone Bender dans ton alignement, dans le fond. Yes. Moi, j'en ai une, en tout cas. La Pedal Overload, là, c'est... La 3, MK3. Ouais, mais MK3, moi aussi. Super. Dans le fond, tu sais, le Tone Bender, dans le fond, il y a 4 versions distinctes qu'on connaît. Tu sais, dans le fond, tu as le Tone Bender, le MK1, le normal. Tu as le MK1.5, le MK2 puis le MK3. De ce qu'on connaît. Si je ne me trompe pas, le MK1, c'est comme un genre de buffer avec un genre de fuzz face et stéroïdes après. Genre, dans le fond, ils n'ont pas encore amené là, le Darlington. Le Darlington vient avec le MK2, si je ne me trompe pas. Le MK1.5, c'est vraiment juste un fuzz face. Puis c'est là au MK2 que tu tombes justement avec la paire Darlington. Puis ça l'a amené énormément de gains. Ça a amené plus de gains que ce que le fuzz face donnait et tout ça. C'est là qu'ils ont... Dans le fond, c'est comme là qu'a été créé le fuzz avec beaucoup de sustain puis beaucoup plus smooth, dans le fond, parce que vu qu'il y a plus de gains, dans le fond, tu es capable justement de smoother ton son un peu plus. C'est là que tu tombes Led Zepp. C'est pas compliqué. Le Tone Bender MK2, c'est Led Zeppelin. Fait que si tu cherches comment ça sonne un Tone Bender MK2, c'est direct là que tu vas voir puis tu l'entends tout de suite. Fait que tu sais, c'est la Les Paul dans un fuzz, c'est iconique, tu sais, puis... En même temps qu'on se parle, là, je suis en train de checker ça. Puis effectivement, le MK2, là, c'est vraiment comme une fuzz face avec un étage de gain en avant de ça. Là. Le MK1.5. Le MK1, je veux dire. MK2. Le 2? Ben, le 2, c'est Darlington, il me semble. Non, man. En tout cas... Le 2, il me semble, le MK2, c'est le premier Darlington. Ce que je vois là, c'est pas un Darlington, ça c'est sûr, certain. Ouais. Ça, c'est comme le feedback, dans le fond. Calvin, je veux pas faire perdre de temps à tout le monde. Hein. Mais oui, fais juste checker. Regarde le Tone Bender MK1. Dans le fond, le Zonk Machine. OK. Tu vas voir la différence tout de suite entre les deux, dans le fond. Tone Bender MK1. Je pense que ça rouvre par un... Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je pense que ça rouvre par un buffer, puis après ça, tu as un genre de fuzz face. Hein. De ce que je vois, le MK1, Tone Bender MK1. En même temps, là, je veux dire, on se fie à je me fie à de l'info que je trouve rapidement sur le web. Là, fait que je veux dire, il faut prendre ça avec un petit grain de sel. Là. Mais ouais, t'aurais comme un buffer à l'entrée. Ah ben non, OK, c'est PNP. Fait que t'as comme un étage de gain. Après ça c'est quoi? Ça serait comme un buffer. C'est ça rouvre vraiment buffer, puis ça tombe fuzz face dans le fond. Là, Ben non, parce que t'as pas de feedback dans le fond. Parce qu'un élément important du fuzz face, c'est son feedback. Là, c'est pour ça que ça fait un fuzz face qui a plus de gain dans le fond. Là. OK. On pourrait le dire comme ça. OK. Puis c'est ça, le 1.5, il enlève, je pense, l'étage de buffer. Il y a juste 2 transistors dans le 1.5. Fait que tu tombes, dans le fond, juste un fuzz face qui est comme un petit peu plus avec du haut gain. Puis je pense que c'est à partir du... Dans le fond, le MK2 et le MK3 sont pareils, excepté que le MK3, il amène là, les deux low pass filters, dans le fond. Là. Puis, tu sais, moi, c'est ça qui m'a parlé dans ce circuit-là, dans le fond, parce que l'EQ est hyper performant. C'est un EQ du type, tu le tournes d'un bord, puis t'es full bassy, puis tu le tournes de l'autre bord, puis t'es full bright. Je suis tellement geek que je suis allé chercher les valeurs. C'est 600, je pense, une 159 Hz d'un bass, puis 7K d'un high. Fait que, si tu te promènes, dans le fond, dans ces valeurs-là, puis... Ce que je trouve, je sais pas si tu as pris les mêmes valeurs pour ton tone, pour ton tone stack. Là. Un peu, je vais le regarder. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Moi, ce qui me fait triper, c'est le fait que tu puisses accoter, dans le fond, complètement le knob des deux barres. Puis, tu te fais ton petit fuzz nasillard, dans le fond, que tu peux utiliser pour
des petites parts de lead dans des tunes ou des trucs de même. Puis de l'autre bord, tu peux te faire un gros fuzz pesant terrible, dans le fond, ce que tu coupes tous tes highs dedans. Puis c'est ce qui fait aussi que... C'est ce qui fait aussi qu'il sonne calvincement bien avec la bass aussi. Je sais pas si tu as passé des basses dedans, mais je veux dire, c'est un fuzz qui il va y aller, là, dans le sens que si tu fermes complètement, là, je veux dire, tout ton bottom, il est là. Tu veux dire, ça amincit pas pantoute ton ton, ça fait juste le fat encore plus. Toi, t'en as fait une version silicone ou germanium? Silicone. Okay, moi, j'ai pas de germanium chez nous. Moi, le mien est germanium, dans le fond, avec un inverteur dedans, dans le fond, pour ramener là, le courant négatif, positif, négatif. Là, pour que... OK. Non, moi, c'est ça. Moi, pas le courant. C'est tout le temps des takes modernes, moi, que je fais, là, dans le fond. Fait que c'est pas de copie, là. Loin. Ça, tu étais là joué avec tes valeurs, dans le fond, pour. Moi, c'est tout NPN, mais il n'y a pas d'inverseur, il n'y a rien, là. J'ai pas polarisé mes affaires pour que ça marche à l'envers, dans le fond. Puis il y a une affaire que j'ai changée, parce que je veux dire, reste que le tone bender, quand tu fermes le fuzz, il est encore pas mal. Drivé, dans le fond, là. Fait que, moi, ce que j'ai fait, on va geeker ensemble, là, tu sais. Le deuxième transistor, là, t'as un condensateur, là, je regarde dans le circuit, là, c'est comme un 10 microfarad, là, qui bypass, si tu veux, ta résistance d'émetteur, là, pour te donner du gain pas mal, tu sais. Mais si tu l'enlèves, ce condensateur-là, tu te retrouves avec beaucoup, beaucoup moins de gain, là, qui passe de mettons, du transistor 2 au 3e. OK. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un autre potentiomètre pour embarquer progressivement ce condensateur-là, dans le fond. OK. Fait que, moi, sur ma pédale, j'ai le volume, j'ai le fuzz, mais j'ai quelque chose que j'ai appelé gain aussi. Fait que j'ai comme deux contrôles qui permettent de diminuer ou d'augmenter le gain total du circuit. Fait que, quand que je ferme le fuzz puis le gain, on est quasiment clean, là, tu sais. Fait que, je trouvais, en tout cas, c'est le genre d'affaire que moi j'aime faire. J'aime ça quand mes trucs sont plutôt polyvalents, là. Plus, là, évidemment, le tone control, là, mais d'après moi, il me semble que j'ai utilisé les mêmes valeurs d'EQ, là, parce que il marche bien, il est performant, où ce qu'il est. Tu sais, dans le fond, de base, quand tu le fais, tu as un boost de volume, mais c'est rien c'est rien d'incroyable. Tu sais, comme moi, si tu sors une pédale qui est au gain d'unité, mais genre un petit peu plus, souvent, les gens vont avoir de la difficulté s'ils sont habitués de booster leur signal avec les pédales. Fait que si tu sors un produit, dans le fond, qui donne pas beaucoup d'output, qui donne à peine, dans le fond, d'output au-dessus là, tu es dans la merde. Parce que les gens vont dire, ouais, c'est pas assez fort, c'est pas si, tu sais. Fait que moi, ce que j'ai fait quand j'ai joué avec au début, tu sais, j'utilise, dans le fond, des transistors germanium japonais. Puis j'ai toujours aimé toutes mes phases comme ça. Je bias toujours un petit peu plus haut. Je bias toujours, tu sais, c'est immanquable. J'y mets toujours un petit peu plus. Je mets toujours un petit peu plus haut parce que j'aime le fizz que ça donne dans le son. Puis tu as une mode, dans le fond, que tu peux faire avec la dernière résistance, que tu peux bypasser, dans le fond, la résistance au volume. Tu peux bypasser cette résistance-là pour te donner, dans le fond, tout le volume, tout l'output que tu es censé avoir. Puis tu peux aller tricher, dans le fond, ta valeur de potentiomètre. Tu peux remettre le même sweep, puis dans le fond, aller tricher, dans le fond, avec une autre résistance que je me rappelle plus c'est laquelle qu'il faut que j'enlève. Là. Je sais que, dans le fond, j'ai la résistance, dans le fond, à l'output, puis tu as une résistance aussi que tu viens changer pour ramener la même valeur de potentiomètre puis avoir le même sweep avec tout le circuit. Fait que bref, tu te retrouves avec pas mal plus d'output puis de gain de volume, mais pas, tu ne changes pas la topologie. Ouais, je pense que j'ai fait ça d'emblée, là, parce que je check le circuit en même temps, puis je check l'original, là, je check pas le mien, là, parce que comme je te dis, ça fait un petit bout que je l'ai monté, puis je suis pas mal sûr que cette résistance-là n'est pas là, parce que moi j'ai du gaz en esti quand j'embarque ça. Le MK3, ça marche bien, tout le temps. Juste tout le temps. Tu joues avec ça, puis moi c'est vraiment la pédale que quand je me mets à jouer avec, tu peux pas trouver de défaut à ça. Cette phase-là, tu y trouveras pas de défaut. C'est comme, tabarnak, me semble, tu sais. C'est ça que je mettrais sur mon board. C'est ça que ça me prendrait. C'est super velouté. Le MK2 est beaucoup plus agressif. Je veux dire, par le fait que tu n'aies pas de tone, bref, c'est comme tu peux pas l'amener où ce que le MK3 va. Tu peux pas le ramener smooth comme le MK3. Il reste toujours un petit peu plus agressif. Un sacré circuit, ton Bender, un sacré circuit. Je veux dire, c'est juste. Puis en même temps, je ne serais pas prêt à mettre ma main au feu, mais je pense que c'est une des premières fois où est-ce que la paire Darlington a été amenée dans une pédale. Fait que je pense
Écoute, il n'y avait pas grand pédale dans ce temps-là Darlington, qui pour ceux qui ne comprendraient pas, là, Darlington, dans le fond, c'est comme augmenter le gain d'un étage de gain, là, dans le fond, en mettant deux transistors comme back-à-back, mais configurés d'une façon qui travaille comme un seul transistor, dans le fond, là, mais qui aurait plus de gain. Là. Puis on peut même acheter, en fait, tu peux acheter des Darlington ouais, qui sont dans un casing de transistors. Là, ça existe aussi. Là. Dans le fond, ils font-tu... Tu sais, à cette heure, avec tous les transistors qui ont sorti, des affaires que tu peux te ramasser à 1000, 1500 d'HFE, ils ont-tu vraiment encore besoin? Tu sais, c'est plus une pratique qui est faite, là. Je ne sais pas. Je veux dire, le Darlington, c'est spec... OK, mais comment dire ça sans trop rentrer... anyway, c'est... Tech, là, mais je veux dire, entre ta base et ton émetteur, tu as un voltage qui est tout le temps fixe, dans le fond, puis je veux dire, avec un silicone, c'est 0.7, mais avec un Darlington, vu que tu en as deux, mais entre la base du premier et l'émetteur du dernier, là, dans le fond, tu as 1.4, tu as le double, fait que je veux dire, dans certains circuits, j'imagine que ça doit être nécessaire, dans le fond. OK. Sinon... par exemple, mettons que ton premier transistor, c'est un standard, puis ton deuxième, dans ton Darlington, c'est un transistor de puissance, mais là, tu as comme un ampli de puissance, là, dans le fond. Là, fait que je vois quelques avantages, là, mais dans un circuit de guitare... C'est rare, ça leur vient. C'est vraiment rare que ça leur vient. J'ai vu deux, trois montages qui utilisaient un Darlington, justement, dedans, ou des trucs de même, mais rien de sérieux que tout le monde a sur son pedalboard, dans le fond, aujourd'hui, ou est-ce que... Je veux dire, c'était une façon d'amener plus de gains. C'était une façon de prendre le fuzz face puis d'amener plus de gains, tout simplement. Ces gars-là, il y avait, justement, le 1.5, c'est le fuzz face, puis le 1, c'est un buffer qu'un fuzz face. Puis si je ne me trompe pas, le fuzz face est sorti par après. Fait que, je veux dire, ils ont toute la même idée là, en même temps. Là. Tout se passe avec le fuzz face. Fait que, à partir de là, ils disent, bon, c'est cool, mais où est-ce qu'on s'en va pour faire plus? T'sais? Fait que... ouais. C'est juste un principe électronique amené, dans le fond, dans un circuit déjà établi. Puis le gars a fait « Check ça, man. Je vais me mettre une paire d'Arlington là-dedans, mon gars. » OK. Ouais. Sacré circuit. Fait que juste plus de gains. Ouais. Ça veut un Calvin, là, sérieux. Si vous avez jamais essayé un tone bender, peu importe. Ça vaut à peine. J'en fais un, Yves en fait un. Le mien est germanium, le sien silicone, puis il y a plein d'autres mondes aussi qui en font. Pour en nommer quelques-uns, je sais que Tapco, en tout cas, bref, un gars en Europe aussi qui a sorti une version avec des transistors silicone qui émule absolument toutes les modes. Vraiment de quoi de débile. Malade, man, ça c'est cool. Je vais aller chercher son nom pour le plugger comme il faut. Mais il me semble que c'est... Non, Tamco, ça ne marche pas. C'est Tapco. C'est un fuzz aussi qui est moins capricieux sur ce que tu y plugues en avant. Comme le fuzz face. Son impédance est plus élevée un peu, puis tu peux te permettre de le mettre plus loin dans ta chaîne. Là. La guitare n'a pas besoin d'être branchée direct dedans. Là. Tam avec un P. T-A-M-P. C-O. T-A-M-P-C-O. Tamco. Tamco. En tout cas, bref. OK. Il y a justement un tone bender qui a toutes les versions dessus. Puis c'est fait à partir de transistors silicone. Puis ça l'émule des transistors germanium. Fait que, c'est une belle bébelle. Clairement, dans le fond, justement, c'est ça. Tu peux t'acheter le tone bender vraiment un clone ou un vrai whatever qui en fait juste un, puis tu t'achètes ton modèle préféré ou quoi que ça. Mais si tu es indécis, une pédale comme celle-là, c'est juste trop cool, dans le fond, parce que c'est pas vrai qu'aujourd'hui, on peut pas émuler le son d'une pédale au germanium avec des transistors silicone puis une couple de tricks. C'est tout dans l'optique. Tu peux t'en rapprocher, en tout cas. Oh oui, définitivement. Avant qu'on aille trop loin, on se shoot une couple de tunes? Allons-y, man. Oh. Avant, on va se donner nos avis. On va se donner nos résultats, oui, effectivement. Ouais. Moi, dans mon cas, ça va être simple parce que ça me parlait pas bien. En tout cas, mais je vais te laisser commencer, puis je te résumerai ça après. Moi, c'est drôle parce que tu m'as nommé c'est tous des classiques. Tous des classiques pour moi que tu m'as donné. Ben oui. 60-80, tu m'as donné Lovers. Puis il fallait que je me retienne la semaine passée. Lovers de Nazareth. Il fallait que je me retienne la semaine passée parce que tiens-toi bien.
Je les ai vus live, man. Hein? Je les ai vus live. J'ai entendu Lovers live. Fait que, OK, ça, c'est juste terrible. Mais j'étais dans l'Ouest, puis à un moment donné, il y a un flyer qui passe, genre, tu sais, puis d'une lodge en quelque part à Banff, dans le fond. Nazareth va venir jouer. Nazareth, c'est un band canadien, tu sais, fait que, genre, Nazareth vient jouer à tel bar, la patente, tu me niaises, c'est un hommage, tu sais. Fait que je fais le tour un peu. Non, c'est vraiment le band, tu sais. Il reste le chanteur puis le bassiste, mais il y a un nouveau drummer, un nouveau guitariste. OK. Le gars qui chante Lovers va d'être dans un bar à Banff. OK. Fait que, tu sais, j'ai ramassé une gang de monde, on est monté là-bas, tu sais, ça m'a coûté, je pense, genre, je sais pas quel est le prix, mais j'ai appelé mon père sur mon vieux cellulaire pour lui faire écouter que j'écoutais, pour lui montrer que j'entendais Lovers live dans le fond, tu sais, qu'il avait jamais réussi à avoir. Mais écoute, il n'y avait plus le même range vocal. Non. Lui, son range a descendu, puis, là, pas mal. Là. Mais Ben, tu sais, je disais, Nazareth, c'est pas ma tune préférée de Nazareth, mais c'est un classique, tu sais. Puis je suis vraiment fan du son de Git que tu entends dans Nazareth. Ben, c'est un sacré bon Ben. Vraiment un bon Ben. Faut pas. N'importe qui aime le rock'n'roll un peu, fiez-vous pas juste à Lovers. Ils ont des excellentes tunes. Mais Lovers, classique. Écoute, j'ai jamais dansé de solo sur Lovers, mais ça me manque. Probablement, c'est de quoi j'essaie de réaliser dans le fond avant de me revirer. Fait que, écoute. Regarde, on va faire ça à soir, man. Fais-la jouer chez vous, là. Je vais faire pareil, puis danse avec ta blonde, man. Ouais, c'est ça, tu sais. On fera des TikTok. Nice. Excellente tune. Après ça, Where is My Mind des Pixies. Pixies, là. Les Pixies, man, ça m'a fait vraiment penser. Tu sais, j'ai toujours écouté les Pixies, j'ai toujours eu mes CD, j'ai toujours eu mes vinyles, dans le fond. Puis les Pixies, ça me ramène tout le temps à l'idée de. Il y avait un. Tu sais, t'es dans les années 90, t'es dans un party, puis c'est toujours les Pixies qui jouent dans les parties. Parce que quelqu'un qui amène le CD, c'est sûr. C'est ça. Puis les filles sont. On vient peut-être d'un temps un peu différent où est-ce que, genre, tu sais, tout le beat qu'on écoutait, les filles, c'est à peu près tout ça quand on était plus jeunes. Fait que les Pixies, ça marchait partout, tout le temps. Les gars puis les filles allaient pouvoir écouter les Pixies. Je sais pas si c'était juste parce que Kim Deal la chantait des fois ou whatever, mais bref, les Pixies, ça passe partout, tout le temps. Puis ça fait pas juste passer, c'est sacrément bon. C'est vraiment sacré bon beat. Fait que, tu sais, moi, Pixies, regarde, je n'ai pas donné encore, mais Where's My Mind des Pixies, c'est 10 sur 10. Je pense que oui, man. C'est pour vrai, c'est juste. T'accotes pas ça. Le hook est débile dans cette tune-là. Je veux dire, ça reste dans la tête, man. C'est juste fou raide, là. T'sais. Ça s'accote juste pas. Ils ont 3 bons albums, les Pixies. C'est plus comme c'était, mais c'est juste trop hot. Puis, année 2000 et plus, tu m'as donné Ça sonne, band de garage. Un autre band que j'ai vu live dans le début, dans le vrai début solide. Genre, on était peut-être bien 20 personnes, genre un mercredi, dans le fond, dans le bar, puis il était venu jouer. C'est vraiment, c'est un band, j'appelle ça un band dans ta gueule. Tu sais, je veux dire, c'est loud, c'est cool, c'est trash. Ça a peut-être pas aussi bien vieilli que d'autres bands aujourd'hui, mais quand ça l'a sorti, puis que c'était la folie des duos, genre, tu sais, juste un drummer puis un guitariste ou un drummer, un bassiste, c'était direct on point, c'était parfait, c'était super. J'ai pas vraiment écouté l'autre album après, mais cet album-là, le premier album, puis Ça sonne, juste trop cool. Le premier album, c'est ça, c'est une guitare puis un drum puis that's it. Le deuxième album, il y a plus d'arrangements. Il vaut quand même la peine d'être écouté, là, mais il y a définitivement plus d'arrangements, plus d'effets, des octaves, fait que je veux dire, ça sonne beaucoup plus full que le premier qui est vraiment que c'était dans le garage, man, puis je veux dire, t'as l'impression d'être dans le garage avec eux autres, là, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, ouais. Fait que dis-moi à quel point t'as pas aimé ce que je t'ai donné. Ouais, t'as peu. Il faut que je tasse ça ici un peu. La première tune, 60-80. Voyons. T-Rex, Bang a Gong, c'est ça? Ouais. Bang a Gong, c'est ça. Qui est comme une espèce de blues, tu sais, à la base, comme un blues très standard, là. Puis, quand c'est répétitif, puis que les mélodies, il n'y a pas beaucoup de mélodies, en fait, puis je veux dire, ça martèle un accord presque tout le long. Je suis plus dans ce mood-là, je veux dire.
je veux dire, les tones sont le fun. Je veux dire, la tune, elle a un beau tone. Le hook, je veux dire, il est intéressant, tout ça. Dans un autre mood, probablement que, je ferais comme, OK, man, la tune est vraiment le fun, mais en ce moment, je suis vraiment pas dans ce mood-là. Je veux dire, OK, man, do. Let's go, on joue un do, puis ça va être ça jusqu'à la fin de la tune, tu sais. Fait que, ça, en ce moment, je suis vraiment... Tout le blues classique, ça me lasse rapidement. Là, à un moment donné, je dis, OK, ça va-tu aboutir? Là, je vais dire un autre sacrilège, là, parce que je sais que j'ai des fans, pas des fans, mais des clients qui trippent ZZ Top. Je veux dire, ZZ Top, j'ai de la misère à les écouter à cause de ça. Ben, tu vois, moi, ce que T-Rex, en tout cas, la tune que tu m'as fait écouter, je compare ça un peu à tout ça, là, dans le sens. C'est ouais. Un petit peu. Je veux dire. Et t'aimes vraiment pas ça. mais peut-être qu'il faudrait que j'écoute d'autres choses. Là, mais c'est ça, cette espèce de beat. Là, Mark Bolan, dans le fond, c'est comme l'espèce de créateur du glam rock. Le pourquoi aujourd'hui, mettons, on a Motley Crue, dans le fond, puis on a des genres de bands avec des gars qui ont du maquillage, des cheveux, Twisted Sister. C'est comme le grand-père de ça. Dans le fond, c'est comme le dude qui a comme parti le glitter, dans le fond, puis tout le kit, puis il était bien chummé avec Bowie, puis la patente, Fait que, tu sais, c'est... T'aimes ou t'aimes pas? Tout simplement, tu sais. Moi, je suis allé avec moi, je serais bien gros sur je serais bien gros sur la création de ces textes, puis les vocales, dans le fond, puis les allusions, dans le fond, aux femmes par rapport à genre certaines... il est super romantique, macho, mais un peu biz, là, genre. En tout cas, anyway, ça allait trop creux là-dedans. Mais tu vois, je veux dire, quand j'écoute de la musique, c'est la musique avant. Je veux dire, si la musique me fait pas accrocher, je vais passer à côté du texte. 9 fois sur 10, là. Je veux dire, un exemple rapide, Bruce Springsteen, je veux dire que ce gars-là, quand je l'entends jouer à la guitare acoustique, puis je trippe à l'entendre jouer, mais je veux dire, le tone de ses albums, souvent, c'est très 80s, c'est très... c'est des genres de méga productions. Tout est dans, le drum dans le reverb, puis moi, quand j'entends... une chanson pop avec le drum dans le reverb, souvent je décroche d'emblée. Je suis pas en train de dire que le drum, j'aime pas ça du drum dans du reverb, mais c'est un reverb typique là, des années 80. Là, ça me fait moins accrocher un peu. En tout cas, tout pour dire que T-Rex, de par la nature de la toune, j'ai pas accroché là, si je donnais une note... Si je donnais une note là-dessus, tu vois, quand je l'ai écouté, j'ai quand même mis 5, ce qui est quand même pas si pire. Ça aurait pu être plus bas, mais visiblement, il y a des éléments, c'est ça, que je trouvais le fun. Les tons de guitare, les tons de bass, le vocal, tu sais, mais la toune comme telle. C'est ça qui est cool. C'est que, tu sais, tu me proposes des tunes, je te propose des tunes. Probablement qu'il y a du monde qui écoute les tunes alentour, dans le fond, tu sais, puis qu'il y aura plein de monde d'accord avec toi, plein de monde d'accord avec moi. Puis, tu sais, c'est ça qui est cool. Si on aimait juste ce qu'on se donnait tout le temps, ça serait vraiment lame. Genre, tu sais, hey, écoute ça. C'est bon, c'est ma tune. Moi, tout, c'est ma tune. OK. 10 sur tout. Yeah. Yes, la semaine prochaine, écoute. Après ça, tu m'as fait écouter Siouxsie and the Banshees. Ouais, j'ai fait écouter la tune Monitor. Même feeling encore. C'est dans plus le sens drone que un peu. C'est très drone, c'est ça. Par contre, j'aimais beaucoup le vocal par-dessus ça. Si je me rappelle bien, là, je ne les ai pas écoutés aujourd'hui, je les ai écoutés dans le courant de la semaine, dans le fond. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai dit les tons étaient intéressants. Vocal dans le verbe, double tracké. J'aime ça, moi, des vocales qui sont comme double tracké. Ça donne une texture qui est intéressante, là, je trouve. Puis ça s'appliquait vraiment bien à ce genre de musique-là, dans le fond. Là. Mais mon commentaire encore, c'est répétitif. Puis la musique qui est très répétitive, du moins en ce moment, depuis quelques années, là, c'est pas juste un mood là, ça fait quand même... Quand ça martèle, puis qu'il y a moins de mélodie, il y a moins de changements, ça me parle moins. Là, fait que, encore une fois, j'étais là. Mais le tone ferait que j'écouterais d'autres choses là, de cette band-là. Fait que j'avais comme donné 6 pareils. Je veux dire, c'est pas...
c'est pas mauvais, là. Mais, en même temps, on se fait découvrir des nouveaux bands tout le temps, tu sais, c'est pas... moi, dans le fond de mon bar, je me dis, je peux pas juste y donner de quoi de classique puis qu'il découvre rien, tu sais. Non, effectivement. Mais en même temps, c'est cool de revenir à certaines affaires. C'est pour ça que là, tu sais, j'essaie de jouer entre les deux. J'essaie comme d'y aller avec quelque chose que tu risques de peut-être connaître puis peut-être glisser 2, 3, un ou deux plutôt, tu sais, des petites embûches. Comme la prochaine. La troisième tune, en fait, ça a fait l'effet contraire, man. Ah, ouais. Moi, c'est des 3 tunes, c'est celle-là que j'ai appréciée le plus, là, puis pas mal, en fait. Effectivement, faut que tu sois prête à l'écouter, la tune, parce que, je veux dire, c'est très agressant, là. Mais, ceci dit, il y a quand même, il y a comme une pulsation à ça, il y a du mouvement, il y a de la texture, c'est très fuzzé, c'est très agressif, mais c'est agressif avec intérêt. Puis ça, moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. La toune est comme en 2 parties, dans le fond. Il y a comme la première partie qui est un peu plus... je veux pas dire drone, là, mais peut-être un peu plus ambiante. Puis à un moment donné, tu as un riff qui arrive là, à moitié. Là. Quand le riff arrive, man, là, ça te fesse d'en face, là, mais solide, tu sais. Puis moi, j'aime ça. C'est ce que les 2 autres tunes m'ont pas donné, dans le fond. Je veux dire, là, t'as un mouvement, puis quand le mouvement il arrive, man, c'est hot, tu sais. Fait qu'ils cherchent comme... T'as un point où t'aimes te faire surprendre dans la musique, là. Oui, exact, c'est ça. J'aime ça. Tu sais, quand il y a quelque chose que je m'en attends pas, ou tu sais, des changements d'accords qui sont intéressants, des changements de rythmique. Puis, ben, c'est ça, cette tune-là, man, c'est rempli de ça, dans le fond. Là. Fait que, non, ça m'a parlé... pas mal. J'ai marqué que tout était à côté. Sûrement. Puis, man, je veux dire, tout est square wave là-dedans. Là. Il n'y a rien qui est fidèle à quelque chose. Là, je veux dire, c'est juste... je les ai vus live. First, le gars, il fait toute sa bass. Puis il y a comme un genre de mythe, comme quoi que genre sa grosse corde, c'est une corde de banjo, genre, puis en tout cas, whatever. Il laisse planer l'espèce de mythe, mais en bout de ligne, j'ai vu le gars live, c'est juste un king de la Digitech Whammy. That's it, that's all. C'est un king de la Whammy. Je peux comprendre, moi. Tu sais, je veux dire, il y a le pied à côté dessus tout le temps, man. Puis tout passe par là. C'est complètement, mon gars. Tout le reste de ces pédales, c'est juste des pédales basses. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien de spécial. Les gars, ils ont évidemment un mur de speakers en arrière d'eux autres, tu sais. Puis le gars, il utilise le chanteur, il a un genre de mic contact. Dans le fond, le gars, il drum, mais il y a un genre de mic contact, un genre de piezo, si tu veux, qui s'accote, dans le fond, sur le bord de la gorge. Ah, dans le fond, c'est malade, là que ses vocales, il y a comme un masque en même temps, puis dans le fond, ses vocales viennent toutes de là pendant qu'il joue. C'est vraiment débile. Là, il faisait moi, je les ai pas vus dans l'époque où il faisait des shows. Dans le fond, il faisait des shows alentour du monde, mais éventuellement, à un moment donné, tu deviens qu'il y a tellement de monde qu'ils n'ont plus le choix de monter sur un stage, dans le fond, pour faire le show. Là. Mais voir un show de même, justement, qui est sur les planches, à même étage que toi, je sais pas si tu as déjà la chance de voir ça. Ben, sûrement. Probablement. Mais quelque chose qui brasse un peu, puis sur le même étage que toi, pas sur un stage, c'est différent. Du monde qui tienne les cymbales, mettons, là, puis du monde qui s'assure que les musiciens ne se fassent pas rentrer dedans, puis tout. C'est vraiment différent. Fait que la tune, pour vrai, je l'ai bien aimée. J'ai donné comme une note de 7 sur 10. Parce que de par la nature très agressive du truc, je veux dire, probablement que je serais pas capable j'en écouterais peut-être pas pendant 1 heure, parce que je veux dire, il y a comme une limite. C'est comme se faire tatouer, mettons, là, dans le sens que t'as les premières minutes qui vont bien, mais après 1 heure ou 2, là, maintenant, je commence à être écœuré. Pas mal moins fantastique. Ouais, c'est ça. Fait que, ça m'a fait un peu cet effet-là, la toune, en me disant, OK, la toune est vraiment, vraiment intéressante. J'écouterais dessus comme 2-3 albums d'affilée, mais j'écouterais l'album. J'écouterais un album du début jusqu'à la fin pour vivre l'expérience là, de ça. Là, Lightning Bolt. Yeah. Fait que voilà. Fait que là, les tunes que je te donne... est-ce que dans cet ordre-là qu'on faisait ça? Oui, je te donne des tunes. Oui, c'est tout. Vas-y. 60-80, fait que pour la semaine prochaine... la tune Bang Bang, Nancy Sinatra. Je veux dire, cette tune-là, en fait, ça avait été chanté par Cher, en premier. Je veux dire, c'est Do You Believe? C'est quelqu'un que je peux pas. Fait qu'elle, je veux dire, c'est elle qui l'a chanté en premier, cette chanson-là, mais Nancy Sinatra en avait fait une version où tu as juste une guitare trémolo, dans le fond.
Puis le trémolo, il est très, très là. Je veux dire, c'est pas un effet subtil. Là. C'est vraiment il est la version choppy, comme dans Kill Bill, ça? Ou... Ouais, précisément. Okay, c'est juste que dans Kill Bill, ils l'ont réenregistré, en fait. Okay. Mais écoute la version originale, puis je veux dire, la guitare là-dedans, c'est... Moi, en tout cas, je veux dire, j'ai fait une fixation après avoir entendu ça. Je veux dire, le vocal, il est beau, mais juste le fait de dire, OK, c'est juste une guitare, puis un gros trémolo, puis c'est juste ça, la toune. Moi, ça m'a fasciné bien raide. Fait que t'écouteras ça. Yes. Après ça, je te donne une toune... pas un band que j'apprécie nécessairement, parce que dans les années 90, la façon qu'on consommait la musique, t'entendais une bonne toune, t'achetais l'album, puis là, à un moment donné, tu faisais comme, câlisse, l'album, il est dégueulasse, mais la toune que j'ai entendue à Much Music, elle était bonne, tu sais. Fait que c'est un excellent exemple pour moi de ce phénomène-là. Fait que The Age of Electric, qui était comme un band très... alternatif classique là, de cette époque-là, dans le fond, avec la tune I Don't Mind. Puis c'est une chanson moi, que j'aimais beaucoup, là, que j'ai écouté pas mal, mais pas le reste de l'album parce que je l'ai pas aimé pantoute. Là. Puis après ça, 2000 et plus, tu vas t'en rendre compte, là, je veux dire, je pense que jusqu'à date, là, à chaque fois 2000 et plus, c'est francophone. Puis, je veux dire, il y a eu un déclic aux années 2000, tu sais, à un moment donné, en 99, là, quand j'ai rentré au cégep. Le Québécois était bon dans ces années-là. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai complètement switché. Tu sais, je veux dire, de la musique anglophone, pas que j'en écoute plus, j'en écoute encore, mais je veux dire, au début des années 2000, j'ai complètement... J'écoutais pas de musique en français avant. Puis j'ai commencé à en écouter là, puis j'ai plongé là-dedans bien raide. Là, t'sais. Fait qu'une toune, pour moi, c'est un classique, là, Malajube, avec la chanson Le Métronome, là, qui est, je pense que c'est la première toune que j'avais entendue d'eux autres. Là, ça fait longtemps, je ne l'ai pas entendue. Là. Qui est sur leur premier disque, là, dans le fond. Le deuxième disque a connu un méchant succès, en fait, là, mais le premier, peut-être un peu moins. Puis, mais cette chanson-là est dessus, puis je veux dire, l'énergie du band dans une toune, c'est celle-là, là, je pense. Là, all right. OK, voilà. De mon bord. Shoot. 60-80. Children of the Grave. Black Sabbath. Yeah. Je sais pas si t'écoutes du Black Sabbath. J'en ai écouté, oui. Puis le Master of Reality, là, pour moi, c'est comme l'album. OK. C'est l'album pour moi. Là. Je t'amène pas nulle part. Là. Mais ceci dit, ça fait un bout que j'en ai pas écouté. Puis le titre, j'apprends pas les titres dans les noms de tunes. Fait que là, je ne sais pas c'est quelle chanson. Ça va t'en venir en 2 secondes, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr et certain. Mais j'ai hâte de l'écouter. Je veux dire, c'est un album que j'ai écouté pas mal puis que j'adore, en fait. Là. Fait que ça, c'est très cool, man. 82 000. Mystery des Wipers. Je connais pas. Les Wipers, c'est Greg Sage. C'est vraiment un band super important pour moi. Le gars a tout fait analogue tout le long de toute sa vie. Il n'y a pas de pédale. Il joue juste avec la disto de son Marshall. OK. Man, il fait des affaires à Git. Tu sais, il y a des affaires où il y a des passes de lead, puis genre, il fait du rhythm en même temps avec sa façon de jouer, la façon dont il layer ses guitares, dans le fond. C'est pas compliqué. Ça sonne, dans le fond, carrément le Marshall overdrivé tout le temps. Tu sais, un des fameux bands qui doit avoir joué justement avec un ampli, genre, tu sais, à 100 watts à 8, dans le fond d'un club, tu sais. Fait que le son est superbe là-dedans. C'est tout lui, tu sais, dans le fond, qui fait, mais dans le fond, tu sais, il fait venir un bassiste et un drummer, dans le fond, faire ses trucs, mais tu sais, c'est vraiment un dude puis sa musique. Puis cette tune-là, Man Mystery, est juste excellent. En même temps, reste à voir si tu vas aimer ça. La dernière, c'est un peu drôle parce que c'est une tangente à Mark Boland. C'est comme le jeune Mark Boland d'aujourd'hui, dans le fond. Feel de Ty Segall. Je connais un autre pas non dude plus, qui fait toute sa musique au complet tout seul, dans le fond, git, bass, drum, ses voix, la patente, qui joue avec un band live quand il vient de jouer live, mais tu sais, ses albums, moi ce que j'aime particulièrement de lui, c'est sa façon dont il vient toujours layerer de la guitare acoustique dans ses tunes. Fait que tu sais, la tune, elle peut vraiment être full active avec du fuzz, la patente, mais il y a tout le temps une layer de guitare acoustique en arrière. J'apprécie tellement ça. J'ai un petit trip en ce moment de guitare acoustique en plus, fait que je vais être curieux d'entendre ça. Là. Fait que that's it. Voilà la dernière 2000 et plus de mon bar. Nice, man. Fait que j'ai hâte d'entendre ça. Fait que épisode 5, it's a wrap. It's a wrap. Fait que
commentez, donnez vos suggestions. Bombardez-nous. Puis, si on peut revenir à ce qu'on avait jasé un petit peu au début, si vous avez la chance de votre côté de faire découvrir le podcast à des musiciens alentour de vous autres ou des geeks ou du monde qui peuvent être intéressés par le genre de contenu qu'on pousse à chaque semaine, lâchez-vous lousse. Puis on vous remercie d'avance. Bon, mais ça marche. Fait que nous autres, on se reparle bientôt, man. À plus. Ça marche, salut. Bye bye.